de vous être connecté à ce nouveau débat de la série des débats sur la transition énergétique. Le premier débat a été entre Didier Holleaux et Jean-Marc Jancovici. Le deuxième était un débat avec des jeunes du mouvement pour un réveil écologique. Et le troisième débat concernera un sujet d'actualité. Qu'attendre de l'État dans la transition énergétique? Enfin, on en parle pas mal en ce moment. Et au fond, dans la transition énergétique, l'État a certainement un rôle à jouer. Et ce que nous allons essayer d'explorer, c'est ce qu'on attend de la société civile ou telle que les représentent les associations. C'est le point de vue que présentera Cécile Duflot. Ce qu'on attend des entreprises qui sont engagées dans une transition énergétique. Et puis, l'État c'est difficile d'inviter l'État pour répondre, parce que l'État, c'est un être compliqué. Mais Didier Houssin pourra peut-être nous donner son point de vue, ses expériences, non pas pour défendre l'État ou pour l'engager, mais pour commenter les expériences qu'il a pu avoir dans ses diverses fonctions. Alors, comme le sujet est très large, je vous propose de l'organiser en plusieurs thèmes. Alors, la première partie sera consacrée aux exposés de la tribune. Le premier point sera les attentes de l'État envers l'État, point de vue général. Donc, chacun exposera de manière un peu générale, en 3 minutes maximum, comment il voit la question. Le deuxième sujet sera les politiques publiques. L'État anime un certain nombre de politiques, transport, logement, renouvelables, etc. Où là, on pourra consacrer 8 minutes chacun, c'est-à-dire en tout 24 minutes. La finance et la fiscalité. L'État est là pour réglementer, financer, 4 minutes. Et le droit et les recours juridiques. Quel rôle donner à la réglementation et qu'attendent des recours juridiques envers l'État ou les entreprises qui commencent à se multiplier? Et la deuxième partie sera un débat avec les participants à la séance. Vous pourrez poser vos questions par la formule questions et réponses. Malheureusement, vous ne pourrez pas la poser en direct, mais Christophe Dehaye relaiera les questions posées par la salle. Voilà, nous allons commencer sans attendre et je propose de commencer par Cécile Duflot qui exposera en 3 minutes ce que Oxfam ou d'autres attendent de l'État. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, c'est toujours bizarre de s'adresser à des gens qu'on ne voit pas, Oui. mais vous m'entendez pas? Si? Si, très bien. Ok, très bien. J'ai reçu un rappel. Merci pour ce moment d'échange. Le thème de ce débat, c'est que peut-on attendre de l'État? Et en fait, je voudrais l'élargir à que peut-on attendre de la puissance publique? C'est-à-dire, est-ce que l'on pense que la transition énergétique va se faire naturellement, spontanément, poussée par les événements, ou est-ce qu'il est nécessaire que la puissance publique intervienne? Alors, je voudrais d'abord dire que pour faire face au dérèglement climatique, Carbone 4, et vous avez fait allusion à vos débats avec Jean Covici il n'y a pas très longtemps, a fait une étude très intéressante qui montre que même en étant exemplaires dans nos pratiques, exemplaires dans nos consommations, tous les Français, nous atteindrions seulement 25% des objectifs de l'accord de Paris. Les 3/4 qui restent nécessitent des politiques publiques, nécessitent de nous laisser la possibilité de pouvoir avoir accès à d'autres moyens de se déplacer, à d'autres alimentations hors domicile, notamment dans la restauration collective, qui sont organisées par les politiques publiques. Donc nous sommes convaincus que non seulement on doit attendre de l'État, mais il est indispensable que l'État et la puissance publique agissent, que sinon nous n'atteindrons pas ces objectifs. C'est d'ailleurs tout le sens de l'affaire du siècle, dont vous avez peut-être entendu parler, ce recours pour carence fautive contre l'État, qui a été initié par Oxfam France avec Greenpeace, avec Notre Affaire à tous et avec la Fondation Nicolas Hulot, recours pour lequel nous avons eu une première décision favorable il y a quelques semaines et pour lequel nous attendons une nouvelle décision qui elle comportera des injonctions à agir, puisque, je le redis, on a absolument besoin que l'État agisse. Alors, comment peut agir l'État? De 3 ordres, je vais être assez bref puisque vous m'avez laissé 3 minutes, par la fiscalité. Les outils de la puissance publique, c'est la fiscalité, ce qu'on taxe pas, là où on considère qu'il faut essayer de limiter les consommations, les usages ou pas. Le deuxième élément, c'est la législation, ce qu'on autorise et ce qu'on n'autorise pas. Et enfin,
Le troisième, c'est la commande publique, ce qu'on achète ou ce qu'on n'achète pas. On voit bien que si on investit dans les transports, et effectivement, il nous semble que c'est absolument nécessaire, dans la rénovation des bâtiments, on a un effet sur la transition énergétique. De la même manière, si, et c'est tout le cœur du débat actuellement à l'Assemblée sur la loi issue des travaux de la Convention citoyenne, si on met des réglementations fermes sur les obligations en matière de rénovation thermique, on pousse aussi à la rénovation. De la même manière que si on fiscalise différemment l'énergie ou l'usage de telle ou telle énergie, on a un impact sur sa consommation. Donc, il faut bien prendre en compte qu'il faut agir sur ces trois éléments ensemble. Sinon, on aboutit à ce qu'on a connu avec la taxe carbone, c'est-à-dire à une situation de blocage, parce que quand vous êtes face à des gens qui, pour aller travailler, ont aucune autre solution que prendre leur véhicule personnel et mettre de l'essence dedans, et ben les choses sont évidemment très compliquées s'il n'y a pas d'alternative. Nous avons publié un rapport Oxfam France il y a quelques jours qui visait à regarder quelle est la trajectoire que les entreprises du CAC 40 nous faisaient prendre au regard de l'augmentation moyenne de la température terrestre, le dérèglement climatique, et qu'aujourd'hui, le chiffre que nous avons publié est celui de 3,5 degrés. 3,5 degrés, c'est bien au-delà de l'accord de Paris et c'est bien au-delà de ce qui permet de ne pas avoir de premiers effets sur nos modes de vie, sur l'humanité tout entière, puisqu'on sait très bien que le dérèglement climatique, ce sont des événements météorologiques violents, plus brutaux, plus intenses, avec des conséquences qu'on connaît déjà aujourd'hui. Donc nous souhaitons d'abord qu'il y ait vraiment et notamment dans cette période où l'État, la puissance publique ou l'Union européenne aident les entreprises, une éco-conditionnalité. C'est-à-dire qu'on puisse évidemment soutenir les entreprises, mais que ça fasse l'objet d'une obligation réciproque et que cette obligation qui pèserait sur les entreprises serait celle de publier leur empreinte carbone totale. C'est la condition nécessaire pour qu'on puisse prendre en compte la responsabilité climatique des entreprises, la publication d'une trajectoire de réduction de leur empreinte carbone qui soit contraignante, c'est-à-dire qu'on puisse vérifier qu'elle se fasse l'objet de sanctions financières si cette trajectoire n'est pas respectée, et enfin un plan d'investissement qui devra assurer la cohérence entre l'objectif et les moyens, parce que beaucoup d'entreprises ont des objectifs, certains peuvent être même plutôt bons, mais ils n'ont pas les moyens mis en face pour pouvoir atteindre ces objectifs. Juste pour terminer sur les trois principaux postes d'émissions en France, aujourd'hui, ce sont les transports, les bâtiments et l'agriculture. On est là avec ces trois postes au-delà de 50%. Ce sont donc sur ces trois secteurs qu'à nos yeux, l'action doit se porter en priorité pour respecter les engagements climatiques de la France. C'est vraiment l'essentiel, c'est d'agir là où c'est le plus utile, là où c'est le plus efficace et là où on peut aller le plus rapidement. Et enfin, dernier point, je pense qu'il est absolument essentiel que ces engagements soient pris de manière transparente, que les obligations qui résultent de la loi soient elles aussi transparentes et s'imposent à l'ensemble des entreprises et qu'on se donne des rendez-vous réguliers. Le problème des objectifs à 2030 et 2040, c'est qu'ils ne permettent pas de pouvoir se rendre compte qu'on est très en retard, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de la décision de l'affaire du siècle, alors même, et ça c'est vraiment la chose cruciale, que les émissions d'aujourd'hui s'accumulent avec les émissions de demain et qu'on ne peut pas atteindre les objectifs sur un petit délai. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Oui. Je vois dans vos yeux que j'atteins mon temps limite. Bon, alors les entreprises, Didier Holleaux. Bonjour à tous et à toutes. Du point de vue de l'entreprise, je ne démentirai pas ce qu'a dit Cécile Duflot en insistant sur le fait que la puissance publique a un rôle à jouer. Évidemment, l'atteinte des objectifs d'être carbone neutre en 2050 ne se fera pas spontanément. Mais ce que nous attendons d'abord de l'État, c'est qu'il éclaire l'avenir. Et la première chose que nous attendons de l'État, c'est qu'il donne une trajectoire claire de ce que coûte le carbone et qu'on s'y tienne. Alors, on me dira immédiatement, le problème de la taxe carbone, c'est le problème des gilets jaunes, etc. Moi, je constate que la Suède a une taxe carbone à 100 € la tonne et qu'il n'y a pas de gilets jaunes en Suède parce qu'elle a su mettre en place en même temps que la taxe carbone les dispositifs de redistribution qui ont fait que c'était socialement acceptable. Il n'en reste pas moins que les industriels suédois ont, par rapport au reste de l'Europe, un très gros avantage, c'est qu'ils ont
une trajectoire extrêmement claire pour savoir combien coûte le carbone aujourd'hui et demain et qui peuvent prendre leurs décisions en fonction de ça. Et qu'ensuite, il suffit de régler la vitesse à laquelle vous faites évoluer le prix du carbone pour assurer que la trajectoire va effectivement suivre ce que vous attendez. Alors, par rapport à ça, on en est loin. Par exemple, en France, on a un rapport Quinet qui est excellent, qui dit ce que coûte le carbone, la tonne supplémentaire de CO2 émise dans l'atmosphère et comment l'État devrait se comporter vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, jusqu'à 2030, il devrait se comporter en considérant que la tonne de carbone supplémentaire émise coûte 250 €. Le problème, c'est que ça n'est pas mis en pratique. Deuxième point, nous pensons que pourquoi il faut un prix du carbone? Parce que la transition, elle sera le fait de millions de petites décisions individuelles et en particulier dans un domaine qui nous est cher, qui est celui de l'efficacité énergétique. Et que vous n'arriverez pas, quelle que soit la réglementation que vous mettez en place, sauf à aller réglementer dans le détail toutes les activités industrielles, ce qui est infaisable, vous n'arriverez pas à faire que toutes les décisions soient alignées dans le sens de l'efficacité énergétique et de la moindre émission de carbone s'il n'y a pas un signal prix clair que tous les acteurs économiques peuvent prendre en compte. Deuxième point, ou plutôt troisième point, puisque j'en ai fait deux dans mon programme. Le troisième point, c'est qu'il faut une méthode de concertation autour de la stratégie nationale bas carbone et de la PPE qui mette réellement tout le monde autour de la table, qui donne des données qui permettent de créer un minimum de consensus sur le problème, la façon de le résoudre, la trajectoire à suivre, les priorités, etc. Faute de ça, nous arrivons dans une situation dans laquelle on arrive avec un seul scénario à 2050, ce qui n'est pas crédible, un scénario qui lui-même a de profonds défauts, qui part sur des présupposés qui ne sont pas vérifiés par la réalité de la vie économique de notre pays et qui, en conséquence, fait ensuite que toutes les décisions sont faussées. Quand j'entends comme argument suprême pour nous dire « mais il faut faire ça, il faut électrifier telle activité parce que c'est ce qui est écrit dans la SNBC », SNBC qui n'a jamais été discutée, soit dit en passant, au Parlement. On peut s'étonner d'ailleurs qu'on discute de loi de finances de la sécurité sociale au Parlement et on ne discute pas de la stratégie nationale bas carbone qui va avoir beaucoup plus d'impact sur nos concitoyens. Mais ça viendra, je n'en doute pas, ce sera un sujet suivant. Quatrième point, considérer que la transition est une transition, c'est-à-dire c'est un chemin. Et on ne peut pas tout juger aujourd'hui à l'aune de ce qui sera souhaitable en 2050. Il y a des tas de solutions qui ne sont pas les meilleures pour 2050, mais qui sont bien meilleures que celles qui sont en place aujourd'hui et qui, dans les 3 décennies qui nous séparent de 2050, nous amèneront à économiser du budget carbone. Je prends un exemple bien connu au plan européen. Remplacer une centrale à charbon par une centrale à gaz, c'est passer des émissions d'1 kg par kilowattheure à une émission de 400 grammes par kilowattheure. Ça n'est pas idéal et ça n'est pas la bonne solution pour 2050. Mais d'ici 2050, on pourra probablement remplacer le gaz naturel par du biométhane. Mais en attendant, on économise 600 grammes par kilowattheure produit. Et il serait bien dommage de se priver de ces 600 grammes au motif que ce n'est pas la solution définitive, parce que la centrale électrique à gaz, d'ici 2050, elle sera complètement amortie. Et si à ce moment-là, il faut l'envoyer à la ferraille pour en faire une autre, ça n'est pas un problème majeur. Donc, le dernier point, c'est vraiment de gérer la transition comme telle, en prêtant autant d'attention au chemin qu'on parcourt qu'au point final. Il n'y a pas que le point final qui compte. Merci. Voilà, brièvement exposé nos attentes vis-à-vis de l'État. On a un petit peu dépassé, mais bon, on va s'adapter. Alors Didier Houssin, est-ce que vous voyez que l'État est équipé pour faire tout ce qu'on souhaite? Alors, il faut mettre le micro. Vous avez coupé le micro. Oui, là. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne représente pas l'État. Non, je sais. Mais bien évidemment. L'État n'est pas là, mais on va parler de lui quand même. En complément de ce qui a été dit, le premier point que je voudrais dire, c'est que le changement climatique, c'est un enjeu global.
Or, il n'y a pas d'acteur global pour traiter ce sujet au-delà des États. C'est une des grandes difficultés qu'on a dans les négociations climatiques et c'est pour ça qu'on a eu des difficultés très grandes à arriver à l'accord de Paris et maintenant à l'appliquer, parce qu'on parle des retards que nous avons en France, mais le retard par rapport aux engagements pris par les signataires de l'accord de Paris sont considérables et on n'est pas du tout sur la trajectoire fixée sur l'accord de Paris. Donc, l'État est le premier redevable à travers la négociation internationale du défi climatique. Il y a un échelon qui est très intéressant, c'est l'échelon européen, et je crois que beaucoup de choses se font à Bruxelles, et c'est déjà un échelon qui nous met plus proche des enjeux globaux du changement climatique, puisque l'Europe, c'est à peu près 10% des émissions de carbone et la France, 1% d'émissions de carbone. Donc, il est évident qu'il faut traiter le sujet au niveau global. Ayant dit ça, je crois que les principaux enjeux pour l'État, d'abord, c'est donner une trajectoire à long terme, ça a été dit, mais ce n'est pas simplement donner des objectifs, fixer des objectifs sur lesquels il y a eu énormément de débats, de documents qui sont d'ailleurs parfois contradictoires, peu lisibles pour le citoyen lambda. Il faut aussi se donner les moyens et avoir des actions claires sur comment on va atteindre ces objectifs. Et je crois que trop souvent, l'État a tendance à s'en tenir à des objectifs généraux dont le politique ne sera pas redevable dans le temps qui lui est alloué. Je crois que le deuxième objectif pour l'État, c'est de mettre en place et de favoriser des solutions qui soient efficaces et opérationnelles compte tenu de l'urgence climatique et des objectifs qui sont fixés. Et compte tenu de la lenteur avec laquelle l'infrastructure énergétique se renouvelle, un parc de logements, c'est une centaine d'années, un parc de centrales électriques, c'est une cinquantaine d'années, un parc de voitures, c'est une dizaine d'années, il est essentiel que l'État prenne des mesures pour accélérer les changements et en même temps donne cette vision de long terme à travers les outils qui sont effectivement la réglementation, la fiscalité, mais aussi l'information et la sensibilisation de tous. Le troisième point pour moi, c'est justement la mobilisation de l'ensemble des acteurs et ne pas vouloir tout faire tout seul. C'est-à-dire qu'à la fois le changement climatique est un enjeu global, mais les solutions sont souvent très locales et très décentralisées. Et je suis frappé qu'en France, on a une tradition étatique très centralisée et où on donne et qui n'est pas forcément la plus efficace. On voit bien que le développement de l'éolien, par exemple en Allemagne, ne s'est pas fait de façon centralisée, mais est parti vraiment des collectivités locales. C'est un exemple, mais je pense qu'on a une vraie difficulté en France sur ce point. Il est essentiel que l'État parvienne à mobiliser les collectivités locales, les entreprises, les citoyens, non pas sur le mode uniquement punitif et de la sanction, mais sur un mode aussi qui soit constructif et partenarial. Alors, je vois quand même des difficultés très grandes pour l'État pour arriver à ces objectifs. Premièrement, c'est la difficulté à articuler le long terme et le court terme. Le changement climatique, même s'il faut accélérer, c'est un sujet de long terme. Or, le temps du politique n'est pas un sujet de long terme, et c'est un sujet de court terme. Et on voit ça, et ce problème ne se pose pas qu'en France, il se pose au niveau international. Le deuxième point, c'est que l'État poursuit une pluralité d'objectifs souvent contradictoires, y compris au sein de la politique énergétique. Quand j'étais à l'Agence internationale de l'énergie, on disait souvent qu'il y a 3 objectifs principaux dans la politique énergétique, qui ont varié au fil du temps d'ailleurs. La sécurité d'approvisionnement, qui est toujours un sujet quand on parle de la sécurité d'approvisionnement en termes d'électricité, si on regarde la crise qui a eu lieu récemment au Texas. La question du développement économique et social, puisque l'énergie, c'est une contribution essentielle au développement économique et social, et puis l'environnement, qui était autrefois, qui sont des sujets locaux du type qualité de l'air, et le sujet global du changement climatique. Les deux étant parfois convergents, par exemple, plus on est limite de charbon, mieux on se porte sur le plan du carbone, et mieux on se porte sur la pollution locale de l'air, qui sont parfois contradictoires. Il faut savoir que quand on a dans les raffineries développé des essences propres, qui étaient bien meilleures pour la qualité de l'air, on a augmenté considérablement les émissions de carbone des raffineries. Donc c'est un sujet qui n'est pas toujours simple. Il y a d'autres objectifs, évidemment les objectifs économiques et sociaux qui sont parfois, ou l'emploi, qui sont parfois en contradiction avec certains objectifs de la transition énergétique. Donc il y a une question de gestion de calendrier aussi. Et puis pour les pays émergents, qu'il ne faut pas oublier, la question de l'accès à l'énergie, à une énergie propre, reste majeure et parfois contradictoire avec des mesures sévères contre les énergies fossiles. Le dernier enjeu que je vois, c'est un enjeu un peu politique, c'est-à-dire que
l'enjeu climatique, c'est un enjeu international qui suppose une vision multilatérale des choses. Et on a vu que pendant l'époque du président Trump ou avec des gouvernements de type populiste, la discussion devenait de plus en plus difficile. Et pour revenir au cas de la France, il me semble que la relation que les Français ont avec l'État ou que l'État a avec les Français est une relation qui est marquée par beaucoup de centralisation, beaucoup de déresponsabilisation dans les deux sens, je dirais. Je pense que c'est une espèce d'interaction où on attend beaucoup de l'État sans peut-être donner assez de rôle aux acteurs locaux, aux associations, aux citoyens, et que on l'a vu aussi dans la gestion de la pandémie, mais c'est un sujet qui nous dépasse. Je pense que dans la relation des citoyens avec l'État, il y aurait un certain nombre de choses à revoir pour avoir plus d'efficacité dans la transition énergétique. Merci. Voilà. Bon, alors les moyens de l'État sont variés. On avait convenu de regarder d'abord les politiques publiques. Par exemple, les politiques incitatives de l'État ne suscitent pas forcément de réserve, puisque l'État apporte des moyens, mais elles ne sont pas forcément toujours aussi efficaces qu'on l'aurait espéré. Est-ce que Cécile Duflot peut prendre un ou deux exemples de politique? D'abord, c'est pareil, on avait noté 8 minutes, on a déjà consommé un peu de temps, mais est-ce que vous pouvez prendre une ou deux politiques incitatives pour voir comment vous aimeriez que l'État fasse, modifie ses pratiques éventuellement? Alors, Est-ce que vous m'entendez? Et c'est bon là. Ok, il n'y a pas que moi qui décide pour mon micro. Mais non. Comment l'État… Alors, si vous me permettez de me raccrocher un peu à ce que vient de dire Monsieur Houssin, je trouve effectivement que c'est très intéressant de dire qu'il n'y a pas que l'État. C'est ce que j'ai essayé de dire en parlant de la puissance publique. Parce qu'il y a des politiques qui se décident au niveau local, il y a aussi des politiques dont le périmètre est nécessairement européen. Aujourd'hui, on le voit bien. Et sur cette politique globale de transition énergétique, et évidemment, les réseaux étant interconnectés, la réalité de cette transition au niveau européen est évidente. Donc, où est-ce qu'on en est sur l'incitatif versus l'encadrement? Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est celui de la rénovation énergétique, qui est un sujet que les associations de lutte de défense de l'environnement ont investi de longue date, sur lequel les professionnels sont aussi engagés, et pour lequel on a un petit peu de recul. Et il se trouve que dans mes précédentes fonctions, j'ai été ministre du Logement et je connais aussi, et j'ai vu la question sur ce sujet. La vraie question, c'est une question de moyens. Une question de moyens dans la durée. On voit bien que là, les petites actions individuelles dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est possible, effectivement, mais il faut qu'il y ait l'élément de déclenchement. Pour vous donner une anecdote, quand je suis arrivée en 2012, il y avait un montant très important, 500 millions d'euros du plan à l'époque dit investissement d'avenir, qui était consacré à la rénovation thermique des logements des personnes en situation de précarité, ce qui semblait extrêmement logique. Et sur ces 500 millions, seuls 2 ou 3 millions avaient été dépensés. La raison essentielle était que les critères qui avaient été mis pour dépenser cet argent étaient qu'il fallait que ce soit des ménages qui étaient au plafond PLAI, c'est-à-dire à moins de 60% du SMIC, mais qu'ils dépensent un montant supérieur, je dis de tête, à 29 ou 30 000 euros. Donc, on voit bien qu'en fait, ça ne pouvait pas marcher. Donc, la question, c'est comment on dimensionne bien ces aides. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur l'efficacité de booster les moyens financiers et l'accompagnement des ménages pour la rénovation énergétique, mais on le dit dans les mots et on ne passe pas à l'acte. Donc, c'est quand même extrêmement problématique de voir qu'il y a sur cette question-là beaucoup d'allants dans le discours, beaucoup d'objectifs annoncés sur le nombre de logements rénovés, mais qu'en fait, la vraie question, c'est celle d'un appui à l'investissement des ménages. Pourquoi c'est efficace? Parce que c'est de l'emploi durable et non délocalisable, parce que c'est un investissement extrêmement utile dans la durée et parce qu'une grande partie des logements dans lesquels nous vivrons en 2040, 60% de mémoire, sont déjà construits. Donc, on voit bien que là, on est sur, je l'ai dit tout à l'heure, un des premiers lieux d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, la politique de rénovation énergétique, c'est une politique qui est
a priori, est extrêmement bénéfique. Alors, on voit bien que là, on peut croiser, donc on est dans la partie incitation, mais on peut croiser avec la nécessité et l'obligation. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a une espèce de dialectique permanente entre les deux sujets. Ensuite, sur la question des transports, sur l'incitation à prendre des transports qui soient des transports moins polluants, c'est très compliqué de poser ce débat parce qu'en fait, certains d'entre eux, il faut qu'ils existent. En fait, quand on incite à prendre le vélo, s'il n'y a pas une infrastructure routière qui est adaptée au vélo, c'est pas du tout la même chose. Quand on incite à prendre les transports en commun ferrés, que ce soit les transports en commun de proximité, le métro, le tramway ou d'autres, ou le train, il faut aussi qu'on se rende compte que parfois, le prix du transport n'est pas incitatif. Alors, ce n'est pas le cas pour les transports en commun dans un certain nombre de collectivités locales. On voit bien que la gratuité sur certains territoires a eu un effet extrêmement incitatif sur le basculement du transport individuel vers le transport en commun. Là aussi, on voit que cet effet prix est significatif, mais en même temps, il faut aussi se dire qu'il faut que ces réseaux existent, il faut qu'il y ait une desserte suffisante et il faut aussi évidemment travailler, et je pense que l'épidémie, la pandémie que nous traversons va amener plein de questions dans cette dimension, à rapprocher lieu de domicile et lieu de travail, ou alors à faire en sorte que les gens n'aient plus à se déplacer pour aller travailler. Donc ces questions incitatives, elles posent quand même la question de l'investissement dans les infrastructures, des investissements dans les réponses. Si on dit aux gens qu'il faut se nourrir autrement, bah, pour tous ceux qui mangent à l'extérieur de leur domicile, que ce soit les enfants ou les personnes âgées qui mangent dans des collectivités, ce n'est pas eux qui décident de fait ce qu'ils mangent. Donc on voit bien que l'échange, ou disons la balance entre la dimension incitative et la dimension coercitive, si on veut, ou organisée, est à peu près sur tous les sujets aussi importante et significative. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse dire, et on a enfermé ce débat souvent, dans il faut être incitatif, il faut donner des incitations. Oui et non, il faut les deux, en fait. Est-ce que Didier Houssin veut réagir sur ce point, ou rebondir, ou prolonger? Écoutez, moi, sur ce point-là, ce que j'avais, je vais revenir peut-être sur le logement, mais les quelques remarques que j'avais à faire, c'était d'abord un peu rebondir aussi sur ce qu'avait dit Diolo tout à l'heure, sur la nécessité de trouver des solutions qui soient économiquement viables et qui soient pragmatiques pour qu'elles soient efficaces. Et ce n'est pas forcément les solutions optimales dans un monde idéal. Je pense qu'il faut utiliser une pluralité de solutions. On disait, quand j'étais à Lyon, on disait il n'y a pas de silver bullet, il n'y a pas de solution magique. Et il faut une pluralité de solutions. La transition du charbon vers le gaz, alors le gaz c'est une énergie fossile, mais comme c'était dit tout à l'heure, la transition du charbon vers le gaz, c'est une façon de baisser les émissions de CO2 qui est extrêmement facile, extrêmement rapide, et on en a fait l'expérience aux États-Unis, alors avec le gaz de schiste qui n'a pas que des avantages, mais ça a été quand même un prix du gaz très bas, a été une façon de baisser les émissions de carbone massives du système électrique américain. Ça a été le cas aussi en Angleterre, d'ailleurs, grâce à la taxe carbone, puisque le système électrique anglais a basculé massivement du charbon vers le gaz. Le maintien du nucléaire amorti dans les pays où c'est possible et où les conditions de sûreté sont réunies est aussi une solution à prendre en compte. Et puis, il y a des solutions qui sont moins populaires, moins mises en avant, mais qui ont un impact. Par exemple, les biocarburants de première génération qui n'ont pas que des avantages, et à l'IFP on travaillait beaucoup sur les biocarburants de deuxième génération, notamment pour les moyens de transport pour lesquels il n'y a pas d'alternative. Je pense en particulier à l'aviation. Eh bien aujourd'hui, il faut savoir que quand vous faites le plein d'essence, si vous prenez du E10, vous avez 10% d'éthanol, c'est-à-dire que vous avez quand même déjà 10% de fossiles en moins dans votre plein d'essence. Alors c'est pas l'optimum, il faudrait mieux que tout le monde ait des véhicules électriques, mais c'est un premier pas qui a l'avantage d'être fait rapidement. Et là, encore une fois, il faut traiter l'urgence. Alors, il y a une politique à mettre en œuvre dans tous les secteurs et de façon prioritaire, c'est l'efficacité énergétique, avec à condition qu'on se fixe des objectifs raisonnables, et je ne sais pas si la diminution par 2 de la consommation d'énergie qui est fixée dans la SNBC d'ici 2050 est vraiment quelque chose qui est acceptable
par l'ensemble des Français avec sans changement de vie majeur. Alors, sur les principaux secteurs, je pense qu'en France, sur le secteur électrique, la question de la décarbonation est aujourd'hui réglée. Il y a la question du nucléaire, mais que je dirais qui est quelque part exogène. Mais l'électricité, c'est que 25% de la consommation d'énergie primaire. Donc, moi, je pense qu'il y a deux secteurs essentiels à traiter en France. C'est d'abord les transports. Alors, je crois qu'il y a deux types de niveaux. Il y a le niveau technologique, il y a la solution du véhicule électrique. Non pas que ce soit une révolution technologique, mais la révolution, ça a été la décision de Bruxelles, de l'Union européenne de réglementer drastiquement les émissions de CO2 des véhicules, ce qui a fait basculer l'industrie automobile vers le véhicule électrique, et on espère que les citoyens suivront. Même si il faut reconnaître que le véhicule électrique a énormément d'avantages, mais n'est pas la panacée dans tous les cas de figure. Tout dépend de l'utilisation du véhicule, et idéalement, il faut l'utiliser beaucoup. Il faut l'utiliser sur des petites voitures avec des petites batteries. C'est-à-dire que le modèle Tesla est un anti-modèle sur le plan carbone. Et tout dépend évidemment du mix électrique. Il faut savoir que le remplacement d'un véhicule diesel bien réglé par un véhicule électrique en Chine est négatif sur le plan des émissions de CO2, bien évidemment à cause du mix électrique chinois. Mais il faut savoir que même en Allemagne, il n'y a pas de bénéfice majeur au passage d'un véhicule à essence ou diesel moderne et bien réglé par rapport à un véhicule électrique si on prend le mix électrique allemand actuel. Alors je suis tout à fait favorable au véhicule électrique, mais attention, ce n'est pas la panacée dans toutes les solutions, dans tous les cas de figure. Par ailleurs, il y a d'autres parties du secteur transport qui sont à traiter, qui relèvent de solutions propres. J'ai évoqué l'aérien tout à l'heure, j'ai évoqué le transport maritime aussi. Il y a des solutions qui sont meilleures que le fuel, qui sont le GNL et demain l'hydrogène. Pour le ferroviaire aussi, l'électrique et l'hydrogène. Je crois que beaucoup aux solutions qui sont plus de type sociétal, pour le système des transports, c'est-à-dire le développement d'une autre relation au transport, l'achat de services de transport plutôt que de véhicules, le développement du covoiturage, des locations, des voitures partagées. Il me semble que malgré son échec, Autolib était un excellent modèle sur le plan d'utilisation du véhicule électrique. Le développement des transports en commun partout où c'est possible, le développement du télétravail. Alors, on en voit les aspects négatifs aujourd'hui parce qu'on est dans un excès de télétravail, mais c'est aussi une façon de répondre à la problématique des transports. Sur le logement qu'évoquait Cécile Duflot, je pense qu'il y a quelques solutions technologiques. Malheureusement, sur les meilleures solutions sur le plan chauffage, c'est quand même plutôt le gaz et l'électricité. Les réseaux de chaleur pourraient être développés, on en parle peu, mais en Scandinavie, le développement des réseaux de chaleur est beaucoup plus développé qu'en France. Les pompes à chaleur avec électricité sont aussi une solution, le bois dans les régions rurales, mais c'est assez limité. D'où l'importance des politiques d'isolation et de rénovation du parc de logement, comme le soulignait Cécile Duflot. La problématique, c'est que les temps de retour de ces investissements sont quand même extrêmement longs et supposent des aides massives, des aides budgétaires massives pour avoir un impact pour le citoyen, pour qu'il prenne sa décision d'investissement, avec un risque et un effet d'aubaine pour les gens qui feraient un investissement de toute façon, et puis aussi un risque d'effet rebond qu'on voit souvent dans les politiques d'efficacité énergétique. Et je pense à une étude de l'ADEME qui a été faite récemment qui montre que les économies d'énergie qu'on espérait des certificats d'énergie mis en œuvre sur une certaine période en France ne se sont traduits en fait que par la moitié en termes d'économies réelles. Il faut savoir que souvent, quand les maisons les gens raisonnent un peu à budget constant et finalement que l'effet d'économie n'est pas aussi important que prévu. Mais c'est certainement la meilleure politique et la politique à développer, le renouvellement du parc et puis aussi le développement du logement neuf, puisque c'est aussi le renouvellement du parc qui permet
qui permet d'améliorer la consommation énergétique des bâtiments. Alors, dans l'industrie, la problématique est, je pense, est bien prise en compte par l'industrie, puisque la question de l'efficacité énergétique, c'est des questions d'efficacité du secteur industriel concerné. Je crois que le prix du CO2 qui est en train de monter fortement en Europe, et c'est une bonne chose, va être un vecteur essentiel. Je pense que le stockage de carbone, la capture et le stockage du carbone, qui n'est pas la panacée pour, notamment dans le secteur électrique en Europe, c'est sûrement pas une solution, ça peut être une solution dans d'autres parties du monde. En revanche, c'est une solution pour les industries fortement émettrices de CO2 et fortement consommatrices, comme le ciment, la sidérurgie, le raffinage aussi, qui est fortement émetteur de CO2. Le développement du CCS et on voit des business models se développer maintenant avec la montée du prix du carbone, et c'est certainement une bonne solution pour un certain nombre de secteurs industriels. Voilà. Merci. Didier, Olo, Oui, politique publique. Je vais essayer de ne pas redire, parce que je suis assez d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites soit par Cécile Duflot, soit par Didier Houssin. Peut-être commencer sur deux principes qui nous paraissent importants dès au moment où on parle de politique sectorielle. Le premier, c'est la neutralité technologique, c'est-à-dire prendre la meilleure solution qui atteint l'objectif d'efficacité énergétique et de réduction du CO2. De ce point de vue-là, on a un contre-exemple récent où des ministres nous expliquent que certes, le biométhane est complètement compatible en termes de décarbonation avec n'importe quelle solution renouvelable électrique, mais que pour des raisons de choix politiques, on ne veut pas le donner dans le logement neuf. Deuxième principe important, le principe de neutralité vis-à-vis des acteurs. Et de ce point de vue-là, le fait que l'État a un niveau d'engagement très différent selon les grands acteurs du monde de l'énergie peut parfois nourrir le soupçon que la politique est biaisée de ce fait. Donc, ça, c'est les deux grands principes. Ensuite, si on rentre dans le logement, je partage complètement ce qu'ont dit Cécile Duflot et Didier Houssin sur l'importance du logement et l'importance de réduire les consommations d'énergie du logement. Néanmoins, je constate aujourd'hui qu'on nous sort une nouvelle réglementation sur le logement neuf et une réglementation sur le logement ancien, la RE 2020 et le DPE, sans qu'il y ait aucune évaluation du coût d'abattement carbone de chacune des mesures contenues dans ces deux réglementations. Et nous avons fait l'exercice et nous trouvons des coûts d'abattement carbone qui sont de l'ordre de 750 € la tonne pour un certain nombre de mesures de la RE 2020. Donc, à 750 € la tonne, vous êtes à 3 fois la valeur du rapport Quinet et vous êtes à des montants que personne n'amortira jamais. Il n'empêche qu'en attendant, ce sont nos concitoyens qui font construire qui vont payer ce prix. Donc, moi, je suis entièrement d'accord pour qu'on réduise les émissions de CO2 du logement, mais là comme ailleurs, qu'on évalue les mesures, qu'on les évalue à l'aune du coût d'abattement. C'est un très bon critère pour classer lesquelles sont efficaces et lesquelles sont trop coûteuses par rapport à d'autres. Pour aller très brièvement, les logements de la RE, de la réglementation précédente, qui s'appelait la RT 2012, sont déjà extrêmement bien isolés. Alors, on pouvait gagner encore un petit quelque chose, mais quand on a fixé un 30% de gain sur l'isolement, on arrive à des niveaux où je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait un bénéfice induit. Par contre, il y a un coût induit tout à fait considérable. Donc, voilà, sur le logement, nous sommes d'accord, c'est un domaine où il faut agir, c'est un domaine où il faut d'autant plus que la puissance publique agisse, que les intérêts ne sont pas alignés. C'est-à-dire, le promoteur qui construit, il a intérêt à faire le moins cher possible. Le consommateur, il a intérêt à faire un logement, à avoir un logement qui dépense le moins possible en fonctionnement, et au passage qu'il n'a quand même pas payé trop cher à l'investissement. Et du coup, s'il n'y a pas la puissance publique qui vient réguler le système en disant où est la barre, le système ne fonctionne pas bien. Et c'est la raison pour laquelle cette intervention est légitime, mais encore faut-il qu'elle soit bien calée en termes de niveau. Et pour moi, le coût d'abattement est le juge de paix qui doit servir à dire quelles mesures on retient ou quelles mesures on ne retient pas. Deuxième sujet sur la mobilité.
oui, nous pensons que le véhicule électrique à batterie va prendre une part importante du marché. Mais, pour autant, est-il légitime que ce soit que pour les véhicules personnels, on ait retenu une règle qui est qu'on ne les analyse pas en analyse de cycle de vie, mais uniquement, selon les termes consacrés, du réservoir à la roue. Comme l'a souligné Didier Houssin tout à l'heure, quand on regarde le mix électrique, on s'aperçoit que tous les véhicules électriques ne sont pas vertueux dans toutes les circonstances. Et donc là aussi, la neutralité technologique aurait dû amener à ce qu'on analyse tout le monde en analyse de cycle de vie. Deuxième point, les usages. Je ne sais pas si vous avez vu une étude récente d'Enedis qui dit oui, le véhicule électrique se développe en France, mais 80% des acheteurs l'achètent comme une deuxième voiture et 80% des acheteurs également vivent en pavillon. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous allons assez rapidement tomber sur un mur qui est que quand on aura satisfait le marché de la deuxième voiture des gens qui habitent en pavillon, je ne suis pas très sûr que la tendance à l'électrification va se poursuivre. Et là, il y a un vrai problème. On n'a pas répondu à une question extrêmement simple qui est comment les Français partent en vacances le week-end du 1er août et se croisent sur les routes avec des véhicules électriques. Un petit calcul montre assez rapidement que la première station de recharge sur l'autoroute à environ 350 km de Paris, vous devez être capable de lui fournir une puissance entre 40 et 100 mégawatts pour pouvoir recharger les véhicules dans des temps raisonnables. Bon, ça c'est un problème que personne n'a résolu. Donc aujourd'hui, les gens ne vont pas acheter une voiture électrique en voiture principale parce qu'ils se disent si je veux partir en vacances, je ne peux pas. Donc tant qu'on n'aura pas répondu à ces... Qu'on aura électrifié les autoroutes. C'est des projets. Oui, alors là, si on met des caténaires sur les autoroutes, j'imagine les ONG des gens qui sont le long de l'autoroute qui vont se réjouir d'avoir des caténaires. Mais enfin, bon, on peut rêver des trains. Mais j'ai du mal à y croire. Sur la mobilité, il faut reconnaître qu'il y a des besoins extrêmement différents. Le véhicule lourd qui traverse l'Europe, même si on pourrait souhaiter qu'il le traverse plutôt sur un train, et un train électrique de préférence, ça existe, et c'est clair que le véhicule à batterie n'est pas une solution. Donc nous pensons que sur les véhicules, il faut une gamme de solutions. Oui, la voiture électrique répond à l'usage de la plupart des gens qui n'utilisent une voiture que pour aller au travail ou aller faire les courses. Par contre, pour des gros rouleurs, pour des taxis, etc., le véhicule à hydrogène est une bonne solution. Pour les camions qui font du transport lourd, le véhicule à gaz naturel comprimé demain à bio-GNV est une bonne solution. L'hydrogène peut être une solution. On a parlé tout à l'heure de l'aviation qui pose des problèmes spécifiques pour lesquels il faut appeler du fuel ou du biofuel. On a parlé du maritime pour lequel le GNL semble s'imposer aujourd'hui comme la solution au moins pour la transition. Donc nous sommes sur l'avis qu'il faut une politique beaucoup plus diverse, beaucoup plus adaptée aux différents besoins sur ce sujet. Et je propose de m'arrêter là, je reviendrai plus tard dans le débat. Finance, fiscalité, les sujets qui fâchent facilement. Donc la fiscalité et la finance, comment voyez-vous le rôle de la puissance publique? Alors, on a parlé du coût du carbone, du prix du carbone. On a du mal à avancer sur ce sujet en France. On n'est pas comme les Suédois. Bon, Cécile Duflot, votre point de vue. Le micro. Alors, voilà. Ce que je voudrais d'abord dire quand même, c'est qu'il faut quand même qu'on mesure la situation de bascule dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'on ait un débat ahistorique sur la question de la nécessité de la transition énergétique et de son ampleur et de sa radicalité. Parce qu'on a attendu. On a attendu et qu'on est aujourd'hui dans un moment où les climatologues commencent à parler d'émergence, c'est-à-dire qu'on vit un été, enfin, des saisons et des années parmi les plus chaudes qui s'additionnent les unes après les autres, et que là, on risque de basculer dans un moment où des phénomènes peuvent s'accentuer les uns les autres. Les grands feux en Australie, c'est le résultat d'une très grande période de sécheresse, la période de sécheresse ayant favorisé le déclenchement des incendies et leur ampleur qui
contribuent à la sécheresse, etc. Et on risque de faire face à ce genre d'enjeu. Donc c'est vrai que là, on a un débat presque entre est-ce qu'il vaut mieux des véhicules électriques ou des véhicules de cette nature. Le vrai sujet, c'est qu'il va falloir faire diminuer de manière très importante un certain nombre de transports inutiles, que ce soit ceux des marchandises ou ceux des individus. Et aussi, pardon de le dire ici avec vous, je ne suis pas complètement d'accord sur tout ce que vous avez dit sur le fait que le gaz était une énergie de transition et qu'on pouvait favoriser la construction de nouvelles infrastructures en substitution au charbon. Oui, le gaz a un bilan environnemental qui est bien supérieur au bilan du charbon, ça c'est certain, mais le problème c'est que si on construit de nouvelles infrastructures, on sera enfermé pendant des décennies dans une trajectoire qui est incompatible avec l'accord de Paris. Aujourd'hui, il faut sortir, si on veut que l'Union européenne maintienne son engagement, enfin plutôt mette en œuvre son engagement de rester sous les 1,5 degré, nous devons sortir des énergies fossiles, de toutes les énergies fossiles, gaz inclus, d'ici 2030. Et donc, si on finance de nouvelles infrastructures qui ont une durée de vie moyenne de 40 à 50 ans, on est reparti, en fait, dans ce scénario-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de se poser la question d'une bascule extrêmement importante. Et ce n'est pas la substitution des véhicules d'aujourd'hui par des véhicules électriques qui posent des problèmes, vous l'avez dit, en termes d'accès à l'énergie, mais aussi en termes de ressources pour leur fabrication, leur recyclage ou avec l'usage des batteries. Donc, c'est un autre modèle sur lequel il faut travailler. Et pour ça, l'outil fiscal est intéressant. Parce qu'effectivement, on doit être en capacité de fiscaliser, de pénaliser ces externalités négatives qui aujourd'hui pèsent sur la puissance publique. Le coût du dérèglement climatique, le coût à la fois des dégâts liés aux catastrophes naturelles, mais aussi la crise économique qui sera celle au moment de l'effondrement des actifs carbo-intensifs et toutes ces conséquences que le dérèglement climatique a déjà et qui vont s'amplifier, peuvent être utilement anticipées. Et donc, la vieille idée de pollueur-payeur, elle doit évidemment être remise au goût du jour. Vous avez évoqué la fiscalité carbone, pourquoi pas, mais on doit pouvoir aussi dire qu'il y a un certain nombre de productions ou de modes de production, de façons de produire, qui n'ont plus lieu d'être, point. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus autorisées de la même manière que vous ne pouvez pas produire des produits toxiques. Vous savez, au début, après la découverte de la radioactivité, on a trouvé une des propriétés des peintures radioactives, c'est qu'elles étaient luminescentes dans la nuit. Fabuleux. Donc, on s'est mis à peindre les aiguilles des réveils. C'est ce qu'on appelait les Radium Girls. Elles peignaient en épointant le pinceau dans leur bouche. Elles ont évidemment eu toutes des cancers extrêmement graves. Beaucoup sont mortes. Et on s'est dit, ah mince, évidemment, c'est trop dangereux pour la santé. On ne peut pas vendre de la peinture radioactive, même si elle est luminescente. Eh bien, avec tout un tas de productions, c'est la même logique qui devrait être à l'ordre du jour. C'est-à-dire, il y a tout un tas de choses. Alors, le débat a eu lieu sur, vous avez parlé de l'aviation, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui peut être substitué par des modes de transport ou par une inexistence qui émet moins de carbone doit être fait. Et aujourd'hui, l'ampleur de la politique à mener, la radicalité du virage qu'il faut prendre est très importante. On a vu l'impact aujourd'hui, l'affaire du siècle calcule chaque année le jour du dérèglement, c'est-à-dire le jour où nous avons émis autant de carbone que ce que nous devrions émettre en un an pour être neutre en carbone. Aujourd'hui, c'était au milieu du mois de mars, malgré ce qui s'est passé l'année dernière avec le confinement et l'arrêt des activités. Donc, on voit bien que le chemin, il est du milieu du mois de mars jusqu'au 31 décembre. Donc, on n'est pas dans de l'ajustement aujourd'hui, on est dans des politiques structurantes très importantes et pour ça, l'outil fiscal est décisif. Et pour l'instant, il est sous-utilisé. Donc, et le point le plus important, et là, je vous rejoins, c'est qu'on ne peut pas, j'ai vu une question dans les questions, donc j'y réponds tout de suite, en disant oui, mais alors c'est les mêmes qui étaient pour la taxe carbone et qui soutenaient les gilets jaunes. Oui, parce qu'il faut faire les deux choses en même temps. Il n'y aura pas d'avenir écologiquement soutenable sans justice sociale et réciproquement. On pourra, tous ceux qui veulent défendre un modèle de justice sociale et qui ne prennent pas en compte les conséquences du dérèglement climatique se trompent énormément. Et dernier point, là où c'est très important, pourquoi c'est en France et particulièrement chez nous qu'il faut agir? Parce qu'aujourd'hui, Oxfam l'a montré dans un rapport sur les émissions, c'est dans les 10% des pays les plus riches qu'on émet 52% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est chez nous que l'enjeu est crucial. Et souvent, on a eu tendance à dire, oui, bah alors c'est soit les enfants, les familles nombreuses d'Afrique, soit les productions en Chine ou en Inde. Ben, c'est pas vrai, parce qu'une partie des productions en Chine, on le voit bien grâce au canal de Suez, sont en fait produites pour nous, donc ce sont des émissions qui relèvent de nos modes de consommation.
Et de la même manière, les émissions de gaz à effet de serre des pays qui sont les pays les plus vulnérables n'ont rien à voir par habitant avec celles des pays du Nord. Donc notre responsabilité, elle est très grande et nos capacités d'action, notamment en changeant notre modèle fiscal vers un modèle beaucoup plus écologique qui taxe ce qui est une ressource rare aujourd'hui, de plus en plus rare et qui a un effet négatif, au détriment de ce qui est une ressource abondante. On peut réfléchir par exemple à une évolution de la fiscalité du travail par rapport à la fiscalité écologique, de la fiscalité du patrimoine aussi, parce que ce modèle a contribué à la fois à dérégler notre climat, mais aussi à aggraver les inégalités, et en particulier dans la période qu'on vient de traverser. Didiolo. D'abord sur les installations provisoires qui risquent de durer. Alors, oui, je vais répondre au passage là-dessus. La théorie qui consiste à dire qu'il ne faut surtout pas de solution transitoire parce qu'elle pourrait durer est une solution qui malheureusement conduit à l'inaction. Si vous dites à quelqu'un qui a aujourd'hui une centrale charbon, de toute façon, une centrale à gaz, ça n'est pour remplacer la centrale charbon, ça n'est pas souhaitable. Donc, c'est du tout éolien ou du tout solaire ou je ne sais pas quoi, ou rien. Eh bien, vous allez continuer à brûler du charbon pendant 15 ans de plus, ne serait-ce que parce qu'on n'arrive pas à construire de l'éolien et du solaire assez rapidement. Il faut en gros 3 gigawatts installés pour remplacer 1 gigawatt de centrales pilotables, même en tenant compte du stockage, de la gestion de la demande, etc. Or, 3 gigawatts installés, au rythme actuel où on les installe en France, si on parlait d'éolien offshore, c'est l'infini puisqu'on n'a pas encore réussi à construire une éolienne offshore en France. Donc, tant qu'on n'arrive pas à construire des renouvelables qui soient en situation de remplacer des productions charbonnées, dans l'intérêt de l'Europe, il y a intérêt à passer par des solutions au gaz. Effectivement, il faudra les amortir et les mettre à la ferraille avant 2050. Ça tombe bien parce que je ne crois pas qu'une seule turbine à gaz dure aujourd'hui plus de 30 ans, et probablement sensiblement moins que ça. Donc, et quitte à ce que ça coûte un peu plus en capital, effectivement, et que ça coûte un peu plus parce qu'il faudra les mettre à la ferraille avant de les avoir complètement utilisés, ou les convertir au biométhane, ou les convertir à l'hydrogène, ce qui sont aussi des solutions possibles. Et donc, je maintiens qu'il faut des solutions de transition parce que c'est la bonne façon d'économiser le budget. Et j'en profite pour revenir sur un sujet finance, qui est celui de la taxonomie. À force de vouloir faire une taxonomie qui ne veut inclure que les solutions les plus vertes, vous arrivez à 2 choses. La première, c'est que vous allez concentrer tous les financements sur l'éolien et le solaire qui n'en manquent pas de financement aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez un projet éolien ou solaire, vous trouvez tous les financements disponibles que vous souhaitez. Le problème n'est pas là, le problème est beaucoup plus dans les autorisations, le problème est beaucoup plus dans les terrains, etc. Il n'est pas dans les financements. Donc, première chose, concentrer les financements sur des activités qui n'en ont pas besoin parce que tout le monde est prêt à les financer aujourd'hui, ça n'a pas un grand intérêt. Mais surtout, vous risquez de bloquer les gens qui sont les plus polluants aujourd'hui, parce que de toute façon, si vous leur dites c'est tout vert ou rien, eh bien, ils diront le tout vert, je ne peux pas le faire tout de suite, donc je préfère ne rien faire parce que de toute façon, je n'aurai pas de bénéfice à prendre une solution intermédiaire. Et de cette façon, on gaspille notre budget carbone. Donc nous sommes absolument convaincus qu'il faut ces solutions, d'autant plus que nous avons une conviction que nous avons essayé de faire partager notamment à l'administration de l'État et que nous partageons avec beaucoup de pays d'Europe occidentale, qui est que dans des pays comme les nôtres, on peut en 2050 avoir 100% de gaz renouvelable dans le réseau de gaz. Ça sera en partie du biométhane, en partie du biogaz de 2e génération, en partie de l'hydrogène renouvelable. Et bien entendu, une part substantielle aura été obtenue par la réduction de la demande globale de gaz liée aux économies d'énergie et à l'efficacité énergétique. Donc, ça c'était sur les finances. Sur la taxe carbone, je ne vais pas y revenir longuement. Je pense que si nous utilisions le rapport Quinet, si on mettait en place un plancher pour le prix du carbone au niveau européen avec un mécanisme d'ajustement aux frontières, je pense que nous verrions des progrès extrêmement sensibles
se dérouler beaucoup plus vite que les gens ne l'anticipent dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, parce que les gens ont les moyens d'investir. Il faut juste donner un signal très clair, et c'est bien le but de la valeur tutélaire du carbone, c'est de dire qu'est-ce que coûte à l'humanité le fait d'émettre une tonne de carbone de plus. Ça doit être notre guide, et c'est comme ça qu'on obtiendra les changements radicaux que Madame Duflot appelle de ses voeux, et que nous appelons aussi de nos voeux. Didier Houssin, fiscalité, finance. Oui, je vais rapidement rebondir sur quelques points qui ont été abordés. D'abord, je pense aussi que si on se fixe des objectifs par trop irréalistes, je crains que ce soit plus démobilisateur pour les acteurs, et les gens ont un très grand scepticisme maintenant sur des objectifs absolument qui paraissent inatteignables si on leur donne pas le chemin pour y aller, et un chemin qui soit acceptable. Alors, sortir des énergies fossiles en France, dans certains secteurs, oui, dans le secteur électrique, oui, mais au niveau mondial, il faut savoir que la part des énergies fossiles dans le bilan mondial n'a pas baissé depuis le sommet de Rio en 92. Elle est toujours de 80%. Pourquoi? Parce que la part du charbon, qui est l'énergie fossile la plus émettrice de CO2, a augmenté en pourcentage depuis cette époque. Pourquoi? Du fait du développement de la Chine et de l'Inde et des pays asiatiques, qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, mais les conséquences climatiques sont dramatiques. Les scénarios de l'AIE les plus optimistes pour 2050, qui sont en phase avec les accords de Paris, on est toujours à peu près 50% des énergies fossiles dans le bilan énergétique global, ce qui est une révolution, passer de 50%. De 80% à 50% au niveau mondial, hein, je dis bien, je ne parle pas de la France, là, je parle du niveau mondial. Alors sur les outils, moi je pense quand même que le prix du CO2, que ce soit une taxe carbone ou un système de quotas, le système de quotas européen, il a été mis en sommeil par volonté politique des gouvernements européens, notamment après la crise récente, et maintenant il est en hausse, il approche les 40 €. Alors il y a un effet spéculatif à court terme compte tenu des mécanismes, mais on a bien vu que si on se donnait les moyens politiques de faire fonctionner ce marché, il pouvait fonctionner. Or, à 40 € la tonne, il y a toute une série de solutions qui peuvent être mises en place de façon économique, notamment dans l'industrie, de façon beaucoup plus efficace. Alors la taxe carbone au niveau des citoyens, on a eu un échec en France, c'est parce qu'on a quand même un peu oublié que la TIPP, qu'aujourd'hui la TICPE, était déjà à un niveau extrêmement élevé, et que dans les régions rurales, quand on ne peut pas se passer de sa voiture et qu'on est chauffé au fioul, le coût social des taxes carbone est extrêmement discriminatoire selon votre mode de vie, selon votre région, etc. Et je ne crois pas que les compensations, le grand soir fiscal, soit quelque chose qui fonctionne et qui soit acceptable, parce que s'il s'agit de neutraliser complètement l'effet de la mesure, elle n'a plus aucun sens. Donc il y aura ça a fonctionné en Suède quand même. Ça a fonctionné en Suède. Oui, je ne connais pas en détail le système suédois, mais est-ce que d'où partait-on et quels ont été les effets sociaux par catégorie par région? Je n'en sais rien. L'ETS, en tout cas, il fonctionne pour tout ce qui est secteur industriel. Le problème d'un prix du carbone, des marchés du carbone se développent dans le monde entier, pas simplement en Europe. Ils se développent en Chine, ils se développent en Amérique du Nord et du Sud, mais on n'ira pas vers un prix mondial du carbone. Donc, c'est sûr que la limite du système, c'est de faire peser sur les industriels européens une contrainte telle que ça accélérerait des délocalisations qui, d'ailleurs, sont déjà en grande partie intervenues. Alors, est-ce qu'on peut mettre en place une taxe aux frontières compensatoire? Ça paraît quand même extrêmement compliqué. Donc, il faut qu'on traite le sujet à l'échelle la plus globale possible, au moins au niveau européen. Et comme le disait Cécile Duflot, le problème, c'est que c'est le consommateur. Est-ce qu'on veut le principe pollueur-payeur, doit-il s'appliquer aux producteurs ou doit-il s'appliquer aux consommateurs? Je veux dire par là, si on dit, voilà, un industriel français, Air France, il consomme ils consomment des produits pétroliers, Total, il produit des produits pétroliers, bon, on les pénalise. Est-ce que ça va changer? Si les modes de consommation, c'est les usages qui comptent. C'est les usages, il faut dissuader les usages et pas forcément pénaliser les producteurs français ou européens.
Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'il faut embarquer les citoyens et les consommateurs dans ce changement. Mais à mon avis, on sera plus efficace si on est réaliste, parce que je ne suis pas convaincu que une révolution très rapide dans les modes de vie de nos concitoyens soit totalement acceptable. Et c'est pour ça que les mesures d'adaptation au changement climatique, que Cécile Duflot a insisté sur l'urgence, et je pense qu'elle a tout à fait raison, et qu'il faut commencer à traiter les sujets d'adaptation. Moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les débats internationaux, quand j'étais à l'AIE, on se refusait de parler d'adaptation, en disant que ce serait mettre en cause l'efficacité des mesures de mitigation qui étaient discutées, qui étaient mises en place, notamment dans le cadre de la négociation des accords de Paris. Bon, on voit bien où on en est aujourd'hui. Il faudra faire les deux, c'est-à-dire faire autant de transition que possible et de baisse des émissions de carbone, mais il faudra prendre des mesures d'adaptation. Et d'ailleurs, un certain nombre d'industriels et de pays le font selon leur vulnérabilité climatique. Malheureusement, ce sera quelque chose qui sera incontournable. Bien, avant de passer la parole aux participants, la justice, le droit et les recours juridiques. Donc, on voit que dans un certain nombre de pays, on fait des procès à l'État ou aux entreprises qui n'ont pas respecté leurs engagements. Est-ce que Cécile Duflot peut nous expliquer l'importance qu'elle voit dans ce levier d'action? Oui, alors d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Holleaux, sur ce qui est acceptable. Et la question, c'est pas ce qui est acceptable, c'est ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que, est-ce que oui ou non, on prend le risque d'une France à 4 degrés? Et ben, la question, si on la pose aux Français, les Français disent non. Et ils veulent que les mesures soient à la hauteur. Et donc, en fait, là où on fausse le débat, c'est qu'on dit oui, mais là, si on va trop vite, ça va pas être possible techniquement, etc. Je vous ai entendu sur les éoliennes en mer. Il n'y a aucun problème technique sur les éoliennes en mer. Il y a pas de problème financier, vous l'avez dit non plus. Il y a un problème réglementaire, il y a un problème de volonté, et il y a aussi un problème de ceux qui ont freiné le développement des renouvelables en France. Enfin, on peut se dire les choses assez franchement. Si on veut que le débat soit sincère, cette réalité-là, elle ne se déroule pas sur un monde qui n'existe pas. Il y a un jeu d'acteurs très puissant, et cette transition, notamment sur le plan énergétique, a été freinée en France. On était en avance sur certains sujets, on ne l'a pas été d'autres. Aujourd'hui, les Français considèrent que l'action climatique est prioritaire. 95% des Français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été faites là maintenant au niveau international. Dans tous les pays, cette prise en compte du dérèglement climatique comme une des priorités sur lesquelles les gouvernements doivent agir est devenue une réalité. Pourquoi? Parce que le dérèglement climatique est une réalité. Je l'ai dit, avec aussi des boucles de rétroaction qui peuvent être de plus en plus violentes et avec des échéances qui se raccourcissent. Donc, il faut quand même avoir conscience de ça. Et moi, je voudrais qu'on... C'est pas une question, là, pour le coup, je vais vous dire, il y a 20 ans, on pouvait dire ça. Peut-être qu'on était alarmistes, etc. Maintenant, c'est sous notre nez, c'est la vie des enfants qui naissent aujourd'hui, c'est la vôtre, la mienne, tout le monde le sait. On est le 30 mars, les fenêtres sont grandes ouvertes, tous les records de chaleur explosent, et les records de chaleur explosent tous les ans maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'on explose le record de l'année d'avant, pas le record d'il y a 70 ans, le record de l'année d'avant. Donc, il faut être quand même conscient de cette urgence-là, et face à cette urgence-là, se dire, voilà le scénario qu'on doit prendre et comment on le rend acceptable, plutôt que de dire quel est le scénario acceptable? Parce que quel est le scénario acceptable? Le scénario techniquement ou socialement ou financièrement ou acceptable pour certaines entreprises peut nous emmener dans un monde, c'est ce que je vous ai dit sur notre rapport CAC 40, ce qui est, pour ceux qui veulent le lire, en ligne sur le site oxfamfrance.org, dans un monde à 3,5 degrés. Et un monde à 3,5 degrés, honnêtement, c'est difficile de le concevoir parce qu'on bascule dans l'inconnu, en fait. On a une petite idée, les météorologues travaillent, on a une petite idée, ce sera des feux de forêt géants multipliés par 2 en France, ce sera l'île de Ré coupée en 2, ce sera des conséquences qui seront des vagues de chaleur qui dureront peut-être 3 mois au lieu de quelques semaines maximum. Donc, on est dans un monde qu'on a du mal à concevoir. Donc, il faut se dire, est-ce qu'on veut ce monde-là? Non. Si on veut l'éviter, voilà quel doit être notre scénario. Et donc, comment, face à cette contrainte, à ce mur climatique, on met en œuvre un scénario? C'est comme ça que je pense que nous devons réfléchir. C'est impératif. Et donc, d'où le rôle de la puissance publique. Pardon? D'où le rôle de la puissance publique. Exactement, d'où le rôle de la puissance publique et des entreprises. Moi, vous savez, je ne suis pas une partie des entreprises privées. Elles ont comme financeurs
leurs actionnaires, qui ont comme logique de maximiser leurs profits sous forme de dividendes pour une grande partie d'entre elles, dont acte. Donc, il ne s'agit pas de leur demander d'être citoyennes ou d'aboutir à des propres autocontraintes qui vont les défavoriser dans cet horizon de maximisation du profit par rapport à d'autres entreprises. Il faut que le terrain de jeu change. Et le terrain de jeu, il est sous la responsabilité de la puissance publique. Et qu'on ne dise pas que ça n'a pas d'impact, puisqu'il y a des centaines de millions d'euros qui sont dépensés chaque année en lobbying pour essayer de peser sur les décisions publiques, parce que ces décisions publiques ont un impact sur le champ économique. Donc, il faut absolument que ces orientations changent. Et d'ailleurs, l'État, le gouvernement a des objectifs. Elles figurent dans la loi et c'est sur cette base-là que l'affaire du siècle, comme les autres procès climatiques ailleurs dans le monde, se sont mises en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un accord de Paris signé avec une clochette et le petit marteau dans la main de Laurent Fabius, avec un engagement solennel qui n'est pas tenu. Qu'est-ce que ça signifie à l'égard des citoyens ? Et donc, un des piliers de la démocratie, c'est la justice. Et donc, il se trouve que nous considérons aujourd'hui, mais nous ne sommes pas les seuls, nous sommes très nombreux dans le monde, que la justice peut être un outil pour faire valoir ses droits et lutter contre l'inaction climatique de l'État. Parce que ce chemin-là, il est absolument nécessaire. Ce qui n'est pas anecdotique, d'ailleurs, dans ce qui s'est passé avec l'affaire du siècle, c'est que quand on a lancé ce processus, il y a un peu plus de 2 ans, on a lancé une pétition qui a été signée par aujourd'hui 2 400 000 personnes en quelques semaines. 2 400 000 personnes, c'est 1 adulte sur 20 en France. C'est la pétition la plus signée de l'histoire. 62% des Français jugent que la France ne fait pas assez dans ses efforts pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc le soutien collectif, il existe. Le deuxième bon exemple, plus récent, c'est la Convention citoyenne sur le climat. Donc si vous vous souvenez, l'idée initiale, justement, c'était de dire, il y a eu les gilets jaunes à cause de la taxe carbone. Ça mériterait débat. Je pense qu'on a peu vu et on a peu parlé du poids du logement dans le budget contraint des ménages qui fait que toute nouvelle dépense devient très vite insupportable. Donc, il y a d'autres sujets. Ce n'est pas uniquement une question énergétique, mais on a pris des gens très différents géographiquement, sociologiquement, de par leurs convictions politiques pour représenter une sorte de mini-France. Et ces gens mis ensemble avec des spécialistes qui leur ont présenté la situation, aboutissent à des solutions assez radicales. Et donc, on ne peut plus dire, et c'est pour ça que le débat est caricatural et regrettable en ce moment à l'Assemblée nationale, que les citoyens ne sont pas d'accord. Les sondages le montrent, les changements de comportement le montrent aussi. Simplement, l'effet de bascule significatif nécessite des décisions qui sont des décisions issues de la puissance publique, qu'elles soient au niveau de l'État, mais bien sûr aussi au niveau des collectivités locales. Si vous voulez faire rouler les gens en vélo, notamment les enfants, il faut des aménagements urbains. Si vous voulez avoir accès à une alimentation de proximité, recréer du maraîchage urbain, il faut réserver des terres à l'agriculture de proximité, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça, pour mettre en cause l'inaction climatique des dirigeants, puisque ce n'est pas un problème de possibilité, c'est un problème de volonté, qu'il y a ce mouvement pour la justice climatique partout dans le monde, dont l'affaire du siècle est un des échos en France. Est-ce qu'il est envisagé d'attaquer en justice des entreprises qui afficheraient des positions et qui les pratiquent? Alors, c'est une vraie question. C'est une vraie question, ça a été le cas des collègues ONG, pas Oxfam, mais des collègues ONG l'ont fait, notamment avec Total, parce qu'il y a un sujet sur cette entreprise. Mais nous avons travaillé spécifiquement sur les banques. L'impact carbone des banques françaises, c'est 6 fois l'impact de la France par leur choix d'investissement. C'est le robinet. Donc, si on ferme le robinet des investissements carbonés, forcément, ils se déroulent moins. Et souvent, on dit oui, mais alors si la France ne le fait pas, d'autres vont le faire. Parmi les plus grandes banques mondiales figurent plusieurs banques françaises, donc ce n'est pas anecdotique. Mais oui, nous pensons que la responsabilité de nombre de personnes un jour sera engagée. Pourquoi ? Parce que la situation que l'on vit aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une comète qui nous a foncé dedans. Il y a des décisions ou des non-décisions à l'origine de cette situation. Et vous parlez je vais revenir sur ces éoliennes en mer. S'il n'y a pas d'éoliennes en mer, mais si le Danemark réussit une partie de l'année à avoir 100% de son énergie qui est produite, de son électricité, qui est produite par des sources renouvelables, s'il existe des scénarios 100% renouvelables en France et qu'ils ne sont pas mis en œuvre, c'est par manque de volonté. C'est pas par
absence technique. Et dernier point sur les entreprises, elles peuvent évoluer. Je veux le redire ici, Shell n'a pas toujours fait du pétrole. Shell a commencé son activité en faisant de la recherche et de la vente de coquillages. American Express n'a pas toujours fait des cartes. American Express, c'est d'abord une société de diligence qui ensuite fait du transport de fonds, qui ensuite passe à la monnaie dématérialisée. Nokia faisait des bottes en caoutchouc. Et je pourrais multiplier les exemples. Et ce que nous avons chiffré aussi, c'est que si on limitait la distribution des dividendes des entreprises à 30% de leurs bénéfices, donc sur 100 de bénéfices, seuls 30% peut être distribué, les 70% qui restent suffisent à financer 98% en 2018 des besoins de transition écologique et énergétique de ces entreprises. Donc, elles ont les ressources internes, elles ont les capacités aussi. Il faut simplement que le cadre extérieur dans lequel elles évoluent les contraigne à prendre ce virage-là. Didier Hulot. Brièvement, parce qu'il faut laisser de la place au débat. Premièrement, sur le rapport Oxfam, bien que Engie soit plutôt bien classé, il y a un certain nombre d'erreurs qui ne sont pas du tout représentatives de la réalité de ce que fait Engie. Deuxièmement, sur changer le terrain de jeu, oui, nous sommes d'accord pour que le terrain de jeu change. Quand je disais tout à l'heure que nous appelons de nos voeux un prix du carbone qui donne des signaux clairs, c'est bien changer le terrain de jeu. C'est bien déterminer en fonction de quelle valeur ou quel coût du carbone pour la société doivent être prises les décisions. Donc, on est complètement d'accord pour changer le terrain de jeu. Encore faut-il, là aussi, que ce soit fait dans un cadre qui permette l'activité économique, donc qui fixe le prix du carbone, qui donne des taxes aux frontières si c'est nécessaire et qui permette effectivement que ceci se fasse, comme l'a dit Didier Houssin tout à l'heure, sans exporter nos émissions vers d'autres pays. Enfin, dernier point, là où je suis en désaccord avec Cécile Duflot, c'est aujourd'hui, ce n'est pas le financement qui manque, ce sont les bons projets et les autorisations. Moi, honnêtement, on ferait beaucoup plus d'éolien en mer, on est prêt à faire de l'éolien flottant. Notre seul projet éolien flottant qu'on a réussi à faire pour l'instant, c'est au Portugal, parce qu'en France, ça n'avance pas. Et ce n'est pas une question de financement. Pour financer des projets d'éolien en mer, on trouvera tous les financements qu'on veut. Donc, il n'y a pas besoin de bloquer les dividendes pour ça. Il y a juste besoin que les permittings se fassent, que les projets avancent, qu'on ne soit pas dans des années et des années de procédure. Et en tout cas, je peux vous garantir, puisque Cécile Duflot a fait allusion à des acteurs qui auraient bloqué ce processus, ce n'est certainement pas Engie qui a cherché à bloquer le processus de développement de l'éolien, que ce soit onshore ou offshore. Nous sommes très favorables au développement de l'éolien. On développe 4 gigawatts par an de renouvelables et on continuera à le faire. Guy Houssin, avant de passer. Oui, rapidement, sur l'éolien offshore, moi j'étais président de l'IFP Énergie Nouvelle et on a beaucoup travaillé sur l'éolien offshore. On a effectivement regretté qu'on n'avait pas plus vite. Alors en France, par exemple, on a beaucoup critiqué les premiers tarifs qui étaient mis en place, qui étaient effectivement très chers. Et on disait le prix de la tonne, 140 € le mégawattheure, c'était ridicule comme prix. Non, parce que ça a permis de lancer cette technologie et on voit maintenant des baisses de prix extrêmement importantes. Et je pense que la France a une carte à jouer dans ce domaine-là, même si les besoins d'investissement en France sont peut-être pas infinis, mais c'est un enjeu mondial sur lequel on pourrait mieux se positionner. J'en profite pour dire, en me souvenant de mes anciennes fonctions, que le financement de la R&D sur la transition énergétique est très insuffisant en France, pas simplement pour financer des recherches de rupture. On met énormément d'argent sur la fusion nucléaire qui marchera peut-être dans 50 ou 50 ans ou un siècle. Or, l'urgence climatique, c'est maintenant. Donc, c'est aussi de la recherche pour abaisser les coûts de production des nouvelles technologies. Pourquoi le CCS ne marche pas? Parce que c'est trop cher, parce qu'on n'a pas créé un marché. Pourquoi ça a marché sur les ENR? Parce que l'État a mis d'abord à aider la R&D au départ, je pense à l'éolien et au photovoltaïque. Ensuite, il a mis en place des tarifs de rachat incitatifs et on a vu un marché se développer et c'est le upscaling qui a permis d'avoir un marché mondial dont malheureusement les Chinois profitent beaucoup, mais qui a permis d'un effondrement des prix et qui rend maintenant l'éolien et le photovoltaïque compétitif. On pourrait faire ça sur l'éolien offshore. Bon, je ferme la parenthèse recherche. Sur les aspects juridiques, moi, il me semble que
sans être un spécialiste, que ce que critiquent les juridictions, c'est le fait que l'État se fixe, je reviens à mon point initial, l'État fixe des objectifs absolument brillants et grandioses sans donner du tout, ou pas suffisamment, le chemin pour y parvenir. Alors, les citoyens ne comprennent pas. Les citoyens, ils sont effectivement très favorables à une action contre le changement climatique parce qu'ils en voient les effets, mais ils ne comprennent pas très bien, si vous voulez, pourquoi le fait d'inscrire dans la Constitution une obligation de lutter contre le changement climatique va contribuer à offrir des chemins pour aller vers les objectifs qu'on se fixe, et comment un certain nombre de mesures qui paraissent quand même un peu gadgets. Moi, je vois que quand les grands débats qu'on a actuellement, c'est les repas bio dans les cantines ou c'est l'interdiction des vols entre Paris et Bordeaux, comment ça va arrêter la fonte des glaciers ou ça va arrêter les grands incendies en Australie. Et je pense qu'il y a un gap entre la préoccupation qui est très partagé par l'opinion, et c'est bien naturel par les conséquences dramatiques du changement climatique, et les débats politiques français ou ailleurs d'ailleurs, qui sont souvent, qui se fixent souvent sur des sujets qui n'en sont pas. Et 100% de NR dans le système électrique, très bien, pourquoi pas si on est hostile au nucléaire, mais c'est pas un enjeu climatique. Aujourd'hui, notre système électrique, et moi je suis pas pro-nucléaire du tout, hein, je suis ni pro ni contre, mais si on veut traiter les urgences, ça n'est pas l'urgence. Alors par contre, c'est urgent de préparer demain et de développer le photovoltaïque, l'éolien en France, mais ce n'est pas l'urgence numéro 1. Et je parlais de l'éolien offshore parce qu'il faut aussi qu'on soit positionné sur le sujet au niveau international. Et il faut sûrement réduire la part du nucléaire. Mais ce n'est pas la mesure urgente pour baisser nos émissions de CO2 qui est le vrai sujet si on veut arriver au net zéro carbone en 2050. Autrement, voilà. à propos du décalage entre les objectifs affichés par les États ou les entreprises et les réalités, Cécile Duflot disait qu'en fait, dans plein de pays, on mobilise la justice comme moyen d'action. Quel peut être l'effet qu'est-ce que vous attendez de l'effet de la dernière de votre action? Est-ce qu'il va y avoir des responsables qui seront punis, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque que s'il y a un décalage entre les objectifs affichés et les résultats, petit à petit, les responsables, se sachant menacés, affichent des objectifs de moins en moins ambitieux. Parce qu'afficher des objectifs ambitieux qu'on ne peut pas tenir, ça devient franchement dangereux. Alors, c'est marrant, j'ai l'impression d'une discussion un peu anachronique. En fait, le problème, c'est pas de savoir si ça nous fait plaisir ou ça ne nous fait pas plaisir. Vous savez, moi, je suis une écologiste depuis 20 ans. J'aurais adoré me tromper. Adoré, parce que j'ai 4 enfants, j'ai plein d'enfants que j'aime, je sais la vie qu'ils ont devant eux et je sais que les scientifiques se sont pas trompés sur ce qu'ils disaient il y a 20 ans quand on regardait les écologistes avec mépris en les bazardant du revers de la main. Maintenant, ce que disent les scientifiques aujourd'hui, pardon de vous dire à cet instant que les mêmes scientifiques qui travaillaient sur les autres scientifiques qui travaillaient sur la perte de biodiversité, et à l'époque Internet existait déjà, donc c'est facile à retrouver en ligne, expliquaient que la perte de biodiversité et les élevages intensifs avaient sans doute pour conséquence un risque de pandémie virale mondiale pulmonaire. C'était ça le risque numéro 1. Il suffisait de le lire il y a 15 ans. Et nous l'avons, alors là, pour le coup, sous le nez au sens littéral du terme. Donc, pardon de le dire, que le débat n'est pas de savoir s'il faut oui ou non faire plaisir à l'opinion publique, aux écologistes ou qui s'affachent. C'est est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que c'est nécessaire? Et sur comment faire, Monsieur Holleaux, je sais qu'à la tête d'Engie, comme d'autres grandes entreprises françaises, il y a la fine fleur de l'intelligence de nos écoles, qui sont des ingénieurs brillantissimes. Et je trouve que c'est gâché de ne pas se dire, bon, bah voilà, on a une espèce de mur qui arrive sur nous, soyons les plus innovants, allons plus vite, montrons que c'est possible. Et vous avez dit, Monsieur Houssin, pourquoi pas un scénario 100% renouvelable? Bah oui, c'est possible. Et moi, vous savez quoi, je suis écologiste, je suis convaincue que c'est ça qu'il faut faire pour laisser des fossiles dans le sol, pas par plaisir ou pas par désagrément d'agiter des atomes, mais parce que c'est le plus utile, le plus efficace. Et je suis complètement d'accord avec vous, on a pris un retard phénoménal. Pendant des années, on a consacré 1% de notre budget recherche en matière de développement énergétique aux renouvelables. Donc, la question c'est, voilà l'horizon. Et voilà où il faut aller, ou plus exactement, voilà où il ne faut pas aller. Donc, comment on fait pour ne pas l'atteindre? Parce que votre remarque, M. Berry, de dire amoindrissons les objectifs,
Mais on Non, s'en non. fout en fait d'amoindrir C'est pas les ça. objectifs. Le dérèglement climatique, les océans qui montent et la sécheresse en ont absolument rien à faire de la SNBC, rien à faire de l'accord de Paris, rien, de rien, de rien. On parle de force physique en puissance, c'est-à-dire d'une adaptation de notre planète. C'est même pas un problème de planète. La planète, elle a vécu avec les dinosaures. Sans les dinosaures, elle peut très bien vivre sans les humains. Sauf qu'en fait, notre climat se réadapte à une vitesse dont la conséquence de cette réalité-là qui est causée par l'activité humaine, avec une rapidité à laquelle nous n'arrivons pas à nous adapter. Donc oui, bien sûr qu'il faudra des mesures d'adaptation, mais elles ne suffiront pas. S'il y a une tornade telle que ça n'est jamais arrivé qui passe sur l'hémisphère nord et sur notre partie, on n'a pas du tout construit ni notre urbanisme ni quoi que ce soit pour résister à des tempêtes et à des tempêtes réitérées. On a vu ce qui se passe dans ce qui s'est passé avec les vraies, on va dire, conséquences du dérèglement, que sont le fait qu'il y a plus d'eau qui s'évapore de la Méditerranée et qu'il y a donc des pluies torrentielles dans les parties du sud-est de la France. Donc, la question pour moi essentielle, c'est pas de savoir si on va juger des gens, bien sûr. Alors ça, je peux vous le dire avec une certitude absolue, d'ici 30 ans, on se retournera en disant qui disait quoi à quel moment. Et je peux vous dire que les parlementaires qui votent aujourd'hui, et les débats parlementaires, donc est-ce qu'on a raison de s'empailler sur un menu, sur le bio à la cantine ou sur l'alimentation végétarienne? Oui, c'est évidemment pas central, mais changer nos modes d'alimentation, en tout cas dans les travaux qui ont été montrés, le fait d'avoir une alimentation moins carnée, je ne dis pas végétarienne ni végane, ça il y a un débat philosophique que je respecte, mais c'est pas ça notre sujet, mais que diminuer notamment le gaspillage alimentaire, qui est aujourd'hui massif dans la restauration hors domicile, c'est un des outils pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Que oui, il faut qu'on change de modèle agricole. Au-delà de préserver la santé des agriculteurs et de nos sols, il faut aussi avoir moins de chimie et avoir des modes de production moins émettrices de carbone. Mais je veux le redire ici, le sujet de ne pas tenir ses engagements, c'est pas seulement un sujet pénal, c'est un sujet de nécessité collective. Et par ailleurs, si je veux être positive, moi, je trouve que c'est un enjeu vraiment extrêmement passionnant. Disons-nous, allez, on y va, on essaye. Et on se donne tous les moyens d'y arriver. C'est quand même plus exaltant que refaire le business as usual en sachant, au fond de soi, parce que je pense que les cerveaux les plus intelligents aujourd'hui le savent, qu'on emmène nos sociétés dans une situation qui sera une situation très difficilement pilotable. Donc, je trouve que l'enjeu scientifique, l'enjeu technique, l'enjeu financier, l'enjeu pour les entrepreneurs est littéralement passionnant. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc oui, bien sûr que certains devront rendre des comptes et qu'aujourd'hui, ce que nous attendons de l'affaire du siècle, c'est qu'il y ait des injonctions à agir, c'est-à-dire que le tribunal administratif dise à l'État, sur tel et tel et tel secteur, vous avez pris des engagements, vous ne les avez pas tenus, donc prenez des nouvelles mesures, qu'elles soient réglementaires, législatives, pour aboutir à telle décision. Et ce qui est intéressant dans la décision du tribunal que je vous invite à lire, c'est que l'analyse que fait le tribunal, c'est que la réalité du dérèglement climatique, des conséquences, y compris sur le territoire français, est documentée. Le tribunal ne juge pas seulement par rapport aux obligations que l'État s'est fixées et à la trajectoire, il juge par rapport aux conséquences de l'inaction, ce qui est vraiment le cœur du cœur des procès climatiques. Donc je crois vraiment que ce sujet est essentiel, en fait, de changer de perspective, de ne pas dire « Ah, vous êtes excessif, vous voulez aller trop », c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ce n'est pas très dur de calculer qu'effectivement, la limitation drastique de nos émissions de gaz à effet de serre nécessite de faire prendre à nos sociétés un très grand virage, qui est bien plus que des adaptations techniques ou de la substitution, que ce soit d'une centrale à charbon par une centrale à gaz ou d'un véhicule thermique par un véhicule électrique. On n'est plus dans le temps de la substitution. C'est plus suffisant. Et donc, je pense absolument nécessaire que tout le monde, chef d'entreprise comme dirigeants politiques, se mettent autour de la table pour se dire, voilà, là maintenant, en fait, les petites choses ne suffiront plus face à un enjeu si grand. Et je suis absolument convaincue, ça c'est le dernier point, que l'espèce humaine et que les Français en l'occurrence seront tout à fait capables de s'adapter. On a vu la capacité d'adaptation exceptionnelle et en quelques jours à laquelle dont nous avons été capables face au confinement. On a passé en télétravail, je crois, 6 millions de personnes en France en 48 heures.
6 millions de personnes, comme ça. Des gens qui n'avaient jamais fait de télétravail, certains d'entre eux. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont su tenir les serveurs, qui ont su tenir les réseaux, etc. Mais donc, il y a besoin de technique, il y a besoin de savoir-faire, il y a besoin des entreprises. Mais il y a besoin d'avoir un horizon qui soit extrêmement clair et une radicalité dans les choix, dans le virage technique qu'il faut prendre, qui sinon ne sera tout simplement pas suffisant, pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais face aux enjeux climatiques qui sont ceux qui sont vraiment extrêmement scientifiquement documentés aujourd'hui. Bien. On va passer au débat avec la salle parce qu'on a déjà un peu débordé l'horaire. Enfin, tout à l'heure, c'était pas mon point de vue que j'avais développé, j'avais voulu faire l'avocat du diable pour susciter une réaction. Je vois que j'ai réussi. En tout cas, ce que vous avez dit sur l'enjeu majeur et les défis importants, les jeunes sont très réceptifs à ça. On voit bien que les jeunes qui arrivent même dans les écoles, les grandes écoles, ils voient les choses comme ça. Il faut vraiment que quelque chose change. Et c'est un enjeu qui peut les enthousiasmer. Alors, on passe la parole à la salle, ou plutôt à Christophe Dehay qui va reprendre certaines des questions posées par la salle. Oui, alors j'ai deux questions sur la taxe carbone. Je les cite toutes les deux. La première, c'est le prix de Daniel Bonici. Le prix du carbone tutoie les 50 €. Ce n'est donc plus une utopie de voir 100 € ou plus en 2030. Et puis Nicolas Tellier, une trajectoire de taxe carbone est-elle en discussion au niveau européen? Je ne sais pas qui veut répondre. Je vais peut-être le prendre. Certes, ce n'est pas une utopie de voir peut-être la taxe, le prix de l'ETS à 100 € à un horizon. Alors certains disent dès 2 ans d'ici, d'autres disent en 2030. Le problème, c'est un peu comme l'a dit Cécile Duflot, est-ce qu'on peut s'en remettre à cet aléa? Je ne sais pas, il y a une coupure. Alors que la trajectoire nécessaire, c'est-à-dire une décision. Eh bien, notre position est claire. Ça a coupé là. Pardon. Oui. Voulez-vous, je vais peut-être couper ma caméra pour essayer d'avoir le son de meilleure qualité. Oui. Donc, la question de la taxe carbone et de l'ETS, c'est de dire est-ce qu'on peut s'en remettre simplement à la chance et au fait que l'ETS va être efficace pour nous donner un prix de 100 € quand, comme l'a dit Cécile Duflot, le changement est nécessaire et il faut un prix très fort du carbone pour changer les trajectoires. Et nous disons non, on ne peut pas s'en remettre à la chance, donc il faut une trajectoire qui soit pilotée, qui ne s'en remette pas juste aux forces de marché et qui permettent d'avancer vers cette cible de manière linéaire sur la valeur tutélaire du carbone. Maintenant, je voudrais répondre au passage sur un point qu'a souligné Madame Duflot. Oui, Engie prend à bras-le-corps la transition énergétique. Je veux dire, sur le sujet des gaz renouvelables, nous sommes les premiers à avoir proposé un objectif de 100% de gaz renouvelables avant 2050. Et nous avons, avec l'aide de l'ADEME, avec l'aide d'autres, démontré que c'était possible. Donc, nous embrassons à bras-le-corps ce changement. Et quand on a constaté que l'État n'avait pas assez de financement pour financer ce passage, nous avons proposé un dispositif extra-budgétaire qui permette de ne pas peser sur les finances de l'État. Parce que compte tenu des externalités positives du biométhane qui viennent s'ajouter au fait qu'il est renouvelable, il nous semblait que c'était un objectif absolument stratégique pour la France. Donc, nous sommes loin de rester les deux pieds dans le même sabot et nous faisons des propositions radicales. Autre question? Alors, j'ai 3 questions sur le nucléaire de Raoul Arvingas. Pas de transition sans nucléaire. Alors, pourquoi fermer les centrales encore opérationnelles? D'autant plus que cette fermeture aurait sûrement des conséquences en termes de dépendance de la France, mais peut-être aussi de l'Europe. De Gilles Moutet, quid du nucléaire? Les centrales sont pourtant de plus en plus sûres. Quelle est la prévision de consommation électrique à moyen et long terme? Et est-ce qu'on peut vraiment se passer du nucléaire? Et de Bernard Delpech, il n'y a plus de centrales charbon en France, il n'y a donc pas de sujet de substitution charbon vers gaz.
En revanche, on a le nucléaire, alors pourquoi les intervenants ne parlent pas du nucléaire? Voilà la thématique nucléaire à travers ces 3 questions. Ouais. Je sens que vous avez envie de répondre. Mais je vais laisser M. Houssin commencer. Oui, d'accord. Moi, je disais tout à l'heure, je réagis sur ce que disait Cécile Duflot tout à l'heure, que 100% de renouvelables en France, ça permettrait d'éviter les énergies fossiles. Non, la substitution du nucléaire par des renouvelables n'a pas de bénéfice climatique. Il faut dire les choses comme elles sont. On peut être anti-nucléaire, mais c'est une réalité. Si vous regardez l'Allemagne, par exemple, ils ont beaucoup développé les renouvelables, mais ils ont fait baisser le nucléaire et très peu baisser le charbon et la lignite, qui séparent, ce qui fait que ça fausse un peu leur bilan. Mais la réalité, c'est que charbon plus lignite, c'est pratiquement la moitié du bilan électrique allemand. Donc, tout dépend d'où l'on part. Hein. Je reviens aussi sur la remarque de Cécile Duflot sur la substitution charbon en gaz. Il ne s'agit pas de construire des centrales à gaz dans un pays qui a du nucléaire, bien sûr que non. Il s'agit pour les pays qui dépendent du charbon, et le charbon, c'est quand même l'ennemi du changement climatique. C'est un ennemi majeur. Parce que je rappelle, c'est 28% du bilan énergétique mondial. C'est un problème majeur. Et quand vous passez du charbon au gaz sans investissement dans les centrales nouvelles, souvent parce que vous utilisez la flexibilité du parc, c'est ce qui s'est passé en Angleterre, vous avez un bénéfice immédiat en termes de carbone. Alors par contre, passer du nucléaire au gaz, qui a été le cas au Japon massivement après Fukushima, c'est pas bon pour le climat. C'était inévitable bien sûr compte tenu de Fukushima, mais c'est pas bon pour le climat. Donc en France, la question de la diversification du mix électrique et de la montée en puissance des renouvelables, c'est un sujet de politique énergétique, c'est pas un sujet strictement climatique. Donc après, on peut être anti-nucléaire, on peut être pro-nucléaire, mais c'est pas un sujet à proprement parler climatique. Et il ne s'agit pas bien sûr d'investir dans des centrales au gaz en France. Je pense que le nucléaire, sa part dans le bilan électrique mondial, elle a eu tendance à baisser, hein, parce que c'est le charbon qui a augmenté avec la croissance chinoise. Hein. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le climat, mais le nucléaire n'est pas la solution partout. Je pense que les enjeux en termes de sûreté, en termes de gestion du cycle du combustible font que il faut pas. On a trop longtemps présenté en France le nucléaire comme la panacée, la solution en termes d'indépendance, en termes de climat, mais c'est une solution qui n'est pas valable partout. D'abord, le nucléaire neuf est cher par rapport aux renouvelables, donc je pense que c'est pas une solution qu'il faut considérer comme la solution partout. En France, je pense que le rythme de la baisse de la part du nucléaire, il doit être analysé en fonction des problèmes de sûreté, en fonction du rythme de montée en puissance possible des renouvelables, mais ça ne doit pas être un objectif, ça ne devrait pas être un objectif en tant que tel. C'est mon point de vue personnel et je ne représente personne d'autre que moi. Je me rappelle que dans le débat avec Jean-Marc Jancovici et Didier Holleaux, Jean-Marc Jancovici était un défenseur inconditionnel du nucléaire, ce qui est marquant pour un écologiste. Et Didier Holleaux disait, en gros, s'investir dans le nucléaire aujourd'hui, ce n'est pas vraiment raisonnable, en tout cas pour une entreprise privée, compte tenu du coût, des risques. Et à quoi Jancovici a répondu, c'est vrai, enfin le nucléaire, c'est l'État qui doit investir, la puissance publique. C'est vrai que les risques et les coûts pour une entreprise privée sont trop élevés. Enfin, je résume, hein, mais je ne sais pas. Alors, soit Cécile Duflot réagit tout de suite, soit Didier Holleaux rebondit. Je vais dire un mot, si vous me permettez, je vais dire un mot parce qu'en fait, effectivement, le débat du nucléaire n'est pas un débat uniquement sur la question des émissions de gaz à effet de serre. Le débat du nucléaire est un double débat sur la sûreté et sur les déchets. D'ailleurs, quand le programme électronucléaire a été lancé, on a dit aux décideurs politiques de l'époque, vous inquiétez pas, la question du retraitement des déchets radioactifs sera traitée et sera gérée au moment du démantèlement des premiers réacteurs. Et donc, j'allais dire que là, c'était rationnel, parce que sinon, c'est pas rationnel de devoir gérer des déchets radioactifs aussi dangereux qu'ils le sont que pendant des milliers d'années. Donc, j'allais dire, moi, j'ai pas d'affect particulier avec les centrales nucléaires, ni dans un sens, ni dans un autre.
Ça ne m'émeut pas plus que ça. J'essaye d'avoir une analyse, et on essaye à Oxfam d'avoir une analyse posée. Ça, le nucléaire, vous l'avez dit, et Didier Holleaux visiblement l'a dit, ça coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, et c'est un de ces historiques défenseurs qui m'en avait parlé en disant il n'a plus besoin des écologistes, maintenant le nucléaire pour être attaqué, il s'attaque tout seul, notamment du fait du coût. Et en fait, le dernier point, c'est celui de la sûreté. Est-ce que s'il y avait un seul moyen de produire de l'électricité, ça vaudrait le coup de faire prendre le risque de l'accident, qui est un risque réel? Peut-être que ça se discute. L'électricité a été un tel progrès, a apporté tellement de choses pour tellement de gens, peut-être que ça se poserait. En fait, on peut faire autrement. Donc, la question n'est pas de se priver de l'électricité, la question est de savoir comment on la produit. Et enfin, sur la question du dérèglement climatique, souvent on dit « Ah, mais vous ne parlez pas du nucléaire ». Le problème, c'est que ce n'est pas ça l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel en France, c'est les transports. Et les transports, la question nucléaire est dissociée de la question des transports. Les transports sont massivement carbonés et vous l'avez dit, on ne peut pas transformer le parc aujourd'hui thermique avec même transport, même distance, même consommation en parc électrique sans une révolution complète. Ça, pour le coup, même les électriciens le disent. Merci, monsieur Holleaux, d'approuver. C'est absurde. Ça, pour le coup, tout le monde le sait. Ensuite, le deuxième secteur d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture. Alors là, autant vous dire que la question nucléaire et l'agriculture, on est quand même dans deux pays différents. Donc, il faut arrêter de s'obséder là-dessus et surtout, je pense qu'il faut se dire aussi où est-ce que c'est le plus utile qu'on mette notre argent. Moi, je vais vous dire une chose. Si la fusion, ça pouvait avoir un résultat à brève échéance, pourquoi pas? Au moins, on retraiterait nos vieux déchets. Sauf qu'on sait qu'on ne saura jamais. Et pour l'instant, ça absorbe des quantités de financement considérables, quantités de financement dont on ne dispose pas pour, comme l'a dit tout à l'heure M. Houssin, améliorer la technologie actuelle des renouvelables, travailler sur le stockage, parce qu'effectivement, il y a un enjeu de stockage, et puis développer, pourquoi pas, d'autres méthodes de captation des énergies renouvelables. On a un sujet, alors pour le coup, j'ai vu l'un d'entre vous, écrire que Cécile Duflot, elle ne comprenait rien parce qu'elle n'était pas ingénieure. Pardon. Mais ce qui est bien dans la vie, c'est que je crois à une chose que la vie m'a apprise, j'ai 45 ans, bientôt 46, c'est que les ingénieurs, c'est génial et sans eux, on ne peut rien faire. Et moi, j'adore ça. Mon frère est ingénieur, il est même docteur en sûreté nucléaire, comme ça, vous le saurez, ça vous fera sourire. Et on en a absolument besoin, parce qu'il sait faire des trucs que moi, je ne comprends même pas. Et même aujourd'hui, je ne sais pas bien comment les avions volent, même si ça m'arrive de monter dedans. Mais ce que je sais, c'est que ces questions qui engagent l'avenir de l'humanité ne sont pas des questions techniques, ce sont des questions politiques et des questions démocratiques, et que donc il est très important que tout le monde puisse s'emparer des enjeux et choisir en connaissance de cause, et qu'effectivement la décision d'une politique énergétique, elle doit être du ressort du politique parce qu'elle engage l'avenir de tous et de toutes. Aujourd'hui, en moyenne, chaque Français vit à moins de 200 km d'une centrale nucléaire. On est des ovnis par rapport au reste du monde. Et enfin, dernier point, mais vous l'avez dit aussi, la question du nucléaire, vous l'avez dit en creux, M. Houssin, est absolument pas du tout adapté pour les 1 milliard de personnes qui ne disposent pas de l'électricité dans le monde, notamment en Afrique. Donc, je pense vraiment que si on doit consacrer de l'argent à la recherche, c'est à ça. Et ensuite, je parle à des ingénieurs et même à des industriels. Dites-moi quel est le projet industriel qui aurait à ce point explosé les coûts, comme le sont l'EPR de Flamanville et celui finlandais, qu'on continuerait de développer. Aucun. Donc, la question, c'est de savoir sur les ressources dont on dispose, est-ce qu'on a quelque chose, un investissement plus intéressant dans lequel investir? Je suis convaincue que oui. Et c'est de façon dépassionnée, parce que ce n'est pas la solution. Et si vraiment, le nucléaire pouvait dire, en fait, on investit que sur le nucléaire, et d'ici 15 ans, promis, juré, on n'a plus d'émissions de gaz à effet de serre et le problème est résolu, je vous jure que je me poserai la question. Mais ce que je sais, c'est que ça n'est pas même le début de la solution. Donc, c'est marginal, c'est au sens strict, marginal. Donc, ça ne nécessite pas de s'empailler et ça ne nécessite pas non plus ni de m'accabler, ni pour moi d'être une espèce de virago anti-nucléaire. Peu m'importe. Si je comprends qu'on puisse être passionné par cette idée qu'en faisant des gigantesques bouilloires radioactives, on arrive à produire de l'électricité, que c'est hyper excitant à piloter parce que c'est hyper dangereux, hyper technique et tout ça. Ça, je comprends. Pour le coup, je comprends les ingénieurs parce que je comprends que c'est beaucoup plus excitant que de travailler sur l'aérodynamisme des pales d'éoliennes. OK. Mais
en termes de décision de politique, si, peut-être que c'est passionnant de travailler sur l'aérodynamisme des pales d'éoliennes. Sûrement. Parce qu'en plus, je pense que c'est là le chemin. C'est-à-dire, je pense qu'on n'est pas au bout de ce qu'on doit pouvoir faire. Je suis sûre que vous prouvez, tous ceux qui êtes donc ingénieurs, trouver des solutions encore plus géniales. Et que notamment, quand on reçoit chaque jour 40 000 fois notre besoin en énergie de la part du soleil, franchement, là pour le coup, je ne suis pas ingénieur, mais je me dirais quand même, mesdames et messieurs les ingénieurs, chers gens à très gros cerveau, est-ce que vous pourriez trouver une solution, vu qu'on a besoin d'énergie, de capturer celle qu'on a encore pendant des milliards d'années pour en faire quelque chose? Parce que ça m'arrangerait bien, parce que ça durerait, c'est propre, on l'a tout le temps, ça s'éteint jamais. Si c'était possible, ce serait quand même plus efficace. Donc, je ne désespère pas du génie des ingénieurs pour trouver des solutions à ce défi. Didiolo. Bon, juste, comme à chaque fois qu'on parle d'énergie en France, le débat dérive sur le nucléaire. Je voudrais quand même rappeler que le nucléaire, c'est 70% de l'électricité qui est elle-même 24% de l'énergie dépensée en France. Donc, on est en train de consacrer notre temps à 17% du problème. L'enjeu d'efficacité énergétique, lui seul, avec notamment les nouveaux objectifs fixés par la Commission de d'augmenter l'efficacité énergétique globalement à 55% par rapport à ce que c'était en 1990, est plus important que l'enjeu nucléaire. Donc j'aimerais bien qu'on parle des vrais sujets de biogaz, de sujets d'hydrogène renouvelable, de sujets d'efficacité énergétique, qui sont d'énormes enjeux si on veut réussir cette transition. Alors, soit en supprimant des usages, soit en restreignant des usages, soit en rendant les mêmes usages satisfaits de manière beaucoup plus économique. Et là, il y a des enjeux considérables et où l'État pourrait jouer son rôle en faisant plus de commandes publiques, par exemple, ne serait-ce que sur les bâtiments de l'État. L'État n'est pas très en avance, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'efficacité énergétique de ses propres bâtiments. Or, il pourrait être un leader de la rénovation, il pourrait montrer la voie. On a, soit dit en passant, beaucoup plus de soutien des régions, des municipalités. Je pense par exemple à ce qu'on fait avec la ville de Paris, avec les écoles, ce qu'on fait avec la région Centre-Val de Loire sur les lycées, en termes d'efficacité énergétique. Ça, c'est des gros enjeux. Le nucléaire, c'est un enjeu très important, on pourrait avoir un débat là-dessus, mais quand on parle d'émissions de CO2, il y a bien d'autres enjeux que le nucléaire. Autre question, Christophe? Alors, plusieurs questions autour, je pourrais appeler ça éducation, voilà, éducation, puisque c'est le rôle de l'État. Hein, donc, l'État aurait la première tâche les responsabilités de l'État n'est-elle pas d'éduquer le public pour que les décisions soient mieux comprises et mieux acceptées, sans que ce soit de l'idéologie, autrement dit, comment faire de la science avec tout ça. Il y a désormais un quasi-consensus sur l'urgence climatique, mais il n'y a pas de consensus sur les scénarios et notamment sur les coûts de ces différents scénarios. Peut-on s'étonner alors que les citoyens aient du mal à se forger leur propre idée? Et puis une troisième qui va un peu dans le même sens, je crois. Il me semble que les citoyens, un petit peu différent, il me semble que le citoyen n'est pas le plus gros consommateur, n'est-ce pas l'industrie qui a une part plus importante? Pourquoi seulement éduquer le citoyen? Alors, je pense que c'était une réponse à certaines questions dans la file des questions, mais qui peut être un petit peu traitée globalement. Qui se lance? Je vais bien commencer. 3 mots. Très rapidement, éducation du public, oui, c'est l'État, c'est pas que l'État. Moi, je pense qu'on est un petit peu, on donne l'impression à travers notre débat qu'il ne se passe rien, que l'État ne fait rien, qu'il faut attendre que les tribunaux fassent bouger les choses. Il y a quand même beaucoup d'initiatives qui se passent et moi, je trouve que je reviens sur mon point initial, c'est que la culture française où tout doit venir de l'État et on attend tout de l'État, quitte à, quand l'État fixe des règles, à les contourner ou à expliquer que c'est idiot. On le voit tous les jours hein, sur d'autres sujets. Je trouve que ça devient assez démobilisateur et je pense que ce n'est pas adapté à la transition énergétique. Les pays qui ont lancé c'est vrai qu'en France, on a été bon pour les grands programmes comme le nucléaire, l'aéronautique, etc. C'est la culture, c'est un peu l'histoire française, mais la transition énergétique, ça marche mieux s'il y a une vraie mobilisation des citoyens, s'il y a une vraie mobilisation du niveau local. Et je pense que la façon dont on le fait en France, c'est souvent de dire, voilà, l'État envoie des directives au préfet, vous allez faire X
% d'éolien. Moi, je suis dans une région où il n'y a pas de vent, mais en Bourgogne, mais on fait des éoliennes parce qu'on a des directives pour faire des éoliennes. Donc, je trouve que cette attitude qu'on a en France, c'est pas extrêmement favorable. Il faudrait mieux mettre l'accent, y compris dans les discours qu'on fait vis-à-vis de jeunes, et dans la formation qu'on donne aux jeunes, de donner des exemples d'expériences qui marchent. Et il y en a plein au niveau des collectivités locales, au niveau des associations, dans les nouveaux modes d'agriculture, dans la recherche qui est faite en France, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Et le débat public et médiatique donne l'impression, alors c'est bien de vouloir secouer les choses, mais en même temps, je trouve que ce serait aussi mobilisateur parfois de mettre en avant les initiatives qui sont prises, de mettre en avant les trucs qui marchent et qui marcheront peut-être pas partout. Et la France, c'est pas un pays où il y a du soleil partout, c'est pas un pays où il y a du vent partout. Et d'adopter on le voit beaucoup dans les systèmes de transport. Il y a beaucoup de collectivités locales qui prennent des initiatives, par exemple sur l'hydrogène. On peut contester d'ailleurs. Je ne sais pas si l'hydrogène est partout la meilleure solution, mais c'est intéressant ce principe d'expérimentation, des gens qui prennent des risques et qui, en fonction de leur économie locale, de leurs ressources, vont développer des transports. C'est dans le cas d'une partie de la Bourgogne d'ailleurs, de développer des transports publics à hydrogène parce qu'ils ont un certain nombre d'avantages compétitifs pour le faire et de tenter une expérience qui marchera peut-être, qui marchera peut-être pas. Mais je trouve que ce serait intéressant plutôt d'aller dans cette voie-là plutôt que de dire voilà, l'État doit éduquer les gens, l'État doit faire ci, l'État doit faire ça et l'État n'est pas à la hauteur. Pour lancer le débat, c'est tout. Pas d'autres réactions? Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Didier Houssin, chez Engie, on prend une quantité d'initiatives locales pour essayer de trouver des solutions. Je pourrais vous parler des aciéries du nord de l'Italie dont on récupère la chaleur fatale pour chauffer des logements ou pour des réseaux de chauffage urbain en ville. Je pourrais vous parler en France de l'usine Yoplait de Vienne, dans l'Isère, dont là aussi la chaleur fatale est récupérée pour loger 691 logements HLM. Je pourrais vous parler de quantité d'initiatives en faveur de développement, par exemple du biométhane, pour pouvoir à la fois fournir de l'emploi en zone rurale et donner du gaz renouvelable pour un certain nombre d'industries qui ont des besoins de gaz. Donc, des initiatives sur le terrain, il s'en prend des quantités. Et Dieu merci, on n'attend pas tout de l'État. Encore une fois, je reviens à mon propos liminaire, ce qu'on attend avant tout l'État, c'est qu'il nous donne de la visibilité et ensuite les initiatives, elles se prennent sur le terrain et elles se développent. Ouais. Ce qu'on ne sait pas, c'est s'il se passe beaucoup de choses. Par exemple, le film Demain a eu un très grand succès et beaucoup de spectateurs sortant de la salle étaient contents de voir qu'il se passait des choses et que tout était peut-être pas perdu. Et en fait, on pourrait faire des centaines de films demain, c'est-à-dire qu'il se passe énormément de choses qui ne sont pas toujours faciles à synthétiser. C'est pour ça que ce n'est pas très facile de communiquer sur le sujet. Mais ce qu'on a du mal à voir, c'est toutes ces choses bien qui se font. Est-ce que c'est 10% du problème? Est-ce que, je reviens à ce que disait Cécile Duflot, il faut vraiment quelque chose un changement majeur. Est-ce que ce qui est en route actuellement, toutes ces initiatives, est-ce que c'est important, marginal? Est-ce que ça, en poussant les feux de ces initiatives, on fait tout le chemin, une petite partie du chemin? Je peux dire un mot? Oui. D'abord parce que moi, je suis une écologiste optimiste, ce qui est bizarre, hein. Quand on voit ce qui s'est passé. Ils ne sont pas si fréquents. Oui, non, pourquoi? Parce que si on avait fait exploser 5 bombes nucléaires sur la planète, en fait, personne ne sait comment supprimer la radioactivité. Donc là, ce serait un peu fichu. En revanche, là, ce défi-là, on sait comment faire techniquement, on sait technologiquement, c'est atteignable. On sait aussi qu'il faut cognitivement le penser. Enfin, je veux dire, on a tout ce qu'il faut et on a les finances suffisantes pour le faire. Donc, une fois que je dis qu'il existe
un horizon et une voie, il suffit de la prendre. Alors bien sûr, là pour le coup, je suis d'accord avec Didier Houssin, ça ne demande pas du tout à ce que ce soit l'État qui décide de tout. Et d'ailleurs, on le voit, y compris dans la dernière période, sur un certain nombre de sujets, l'État n'est pas très bon. Il faut juste qu'il crée le cadre. Il crée le cadre dans lequel se déploient les initiatives. Et oui, ce n'est pas à l'État de dire à quel endroit doivent passer les pistes cyclables, ce n'est pas à l'État, même, je vais vous dire, sur un certain nombre sur les lieux de production d'énergie, pourquoi une partie du renouvelable s'est développée aussi bien en Allemagne, c'est par des initiatives locales, y compris de citoyens. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir. On parle de rénover le patrimoine historique. Il y a une association qui a décidé de lancer des souscriptions pour rendre propriétaires des milliers de personnes simultanément de vieux châteaux et ensuite les restaurer. Donc là, les gens le font de façon élective. Ils donnent 50 € et ils deviennent copropriétaires d'un château et ensuite ce château est restauré. Donc il n'y a pas toujours besoin de l'État, bien sûr. Il y a absolument pas. Mais en revanche, il y a besoin, et je partage une chose sur ce que disait Didier Holleaux, c'est sur la constance. C'est-à-dire, je pense que quand on donne des horizons, quand on dit des règles, quand on montre un chemin, si on veut que les entreprises soient capables d'élaborer une stratégie, il faut que celle-ci, elle ne bouge pas. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire, notamment, on l'a vu sur un autre sujet, qui est la question du glyphosate ou de la trajectoire qu'on donne aux agriculteurs. Si on est capable de changer, en fait, les gens se disent « Ah bah ouais, là, on nous dit qu'on va changer, mais finalement, on va pouvoir reculer l'échéance. Ça vaut pour les sacs plastiques, ça vaut pour la vaisselle en plastique, ça vaut pour tout un tas de sujets. » Donc, je crois que la responsabilité de l'État, c'est de donner des grands axes et de s'y tenir, de créer les conditions aussi législatives qui permettent de favoriser ce qui n'est pas polluant et d'impacter ce qui l'est. Et il ne s'agit pas d'éduquer les consommateurs ou les citoyens. En fait, il y a des choses simples. C'est ce que j'appelle la parabole de la dosette de lait concentré. Si vous pouvez acheter dans les supermarchés des dosettes de lait concentré dans des petits pots en plastique, quand vous buvez votre café au bureau, c'est pratique. Ça vous évite d'avoir une bouteille de lait au frigo, etc. etc. Vous achetez des dosettes. Si vous dites, en fait, le plastique, c'est tellement formidable que ça ne doit pas être utilisé pour ça et jeté et brûlé, qu'il n'y a plus de dosettes, vous vous adaptez. L'espèce humaine, sa principale qualité, ce qui fait que là, vous comme moi et les 100 personnes qui nous regardent participent à cette discussion qui ne répond à aucun de vos besoins fondamentaux, ni boire, ni manger, ni dormir, rien du tout, c'est parce qu'on aime bien les défis. Donc là, je pense que collectivement, avec le dérèglement climatique, on s'est donné le défi le plus high level du monde puisqu'on doit coopérer en tant que terrien pour le résoudre. Donc oui, je crois à l'initiative, je crois à la capacité d'action et je crois aux capacités de changement, y compris dans nos modes de vie. Si des choses ne sont tout simplement plus possibles, on s'adaptera, on trouvera d'autres solutions, on vivra différemment comme on l'a déjà fait des tas et des tas de fois. Mais pour ça, il faut être conscient de la responsabilité et de l'échéance qui est courte. C'est ça qui me semble problématique. C'est je pense que, et peut-être qu'il faudra une espèce de catastrophe climatique massive qui touche une partie extrêmement importante du territoire français pour qu'on se dise oulala, oulala. Mais je trouverais ça dommage que ça arrive. Alors que pour le coup, si on lit les scientifiques, on sait que c'est vraiment devant nous. Et c'est pas si compliqué que ça, d'une certaine manière. Et oui, bien sûr, je lis ce qu'écrit Madame, pardon, je ne vois pas votre nom apparaître. Madame Bailly, sur les magasins éclairés la nuit. En fait, ça n'apporte rien à personne. Donc, il faut dire, c'est éteint, point. C'est éteint. Parce que si vous laissez la possibilité, et c'est ce que je dis pour les entreprises, c'est que si vous laissez la possibilité aux boutiques d'être exemplaires en disant, nous, on éteint. Elles vont dire, ouais, mais nous, on éteint, mais nos voisins, ils laissent allumer. Du coup, les gens, la nuit, ils voient la boutique des voisins, leur pub, et ils viennent chez eux le lendemain. Donc, il faut dire, en fait, c'est éteint pour tout le monde. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Parce que moi, je suis d'accord que pour certaines entreprises, on leur demande plus d'efforts, mais j'ai été très intéressée, Monsieur Holleaux. Et comme vous avez tout à l'heure fait allusion au rapport CAC 40 d'Oxfam, on a déjà répondu à vos équipes et on peut poursuivre le débat sur nos conclusions, mais sur un modèle gaz 100% renouvelable. Pourquoi pas ? Je parlais de l'avancée des recherches. Si on arrive à travailler sur ce modèle-là, c'est-à-dire un modèle de développement, et ce sera ma conclusion, parce que je crois que de toute façon, j'aurai peut-être pas le temps de reparler, qui tient, et je vous invite à aller regarder sur le site internet d'Oxfam, dans le modèle du donut qui a été élaboré par Kate Raworth, une économiste qui travaillait chez Oxfam, qui dit qu'en fait, notre modèle de développement, il doit tenir dans un donut. Alors, si je francise le donut, c'est un Paris-Brest, mais bon, c'est moins sexy, hein. Donc, c'est un gâteau circulaire. Au centre, c'est le plancher social, ce en dessous duquel on ne doit pas descendre, la santé, l'éducation, l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, autour, c'est le plafond environnemental. Et notre zone de développement
safe, enfin sécure, acceptable, elle se trouve à l'intérieur de ce cercle. Et donc là-dessus, en fait, on peut travailler sur plein de dossiers. On verra que certains, de toute façon, structurellement, ils sortent du cadre. Le charbon, je pense que c'est le cas. Mais peut-être que le gaz peut se réinventer et tenir dans le cercle du donut. Voyons, mais il faut qu'on trouve des solutions. Et il faut qu'on le fasse avec à la fois beaucoup de détermination et avec beaucoup d'énergie, pour le coup, sans faire de jeu de mots, et beaucoup d'urgence, parce que l'urgence, elle est là. De toute façon, elle est physiquement là. Didier, Olo, c'est vrai qu'on approche de la fin, là. On va dépasser un tout petit peu, mais pas beaucoup, l'horaire. Peut-être alors, juste pour dire un mot de conclusion, je partage ce qu'a dit Didier Houssin tout à l'heure, de dire il ne faut pas tout attendre de l'État. Néanmoins, nous en attendons un cadre qui permette d'orienter l'action qui réduise un peu l'incertitude absolument majeure à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'entreprise. Et maintenant, pour répondre à quelques mots qu'a utilisé Cécile Duflot, elle a parlé d'avoir conscience du problème et de la dimension du défi, d'agir avec détermination et énergie. Soyez assurés que Engie et chacun de nous individuellement, parce que comme Madame Duflot, même si je suis un peu plus âgé qu'elle, donc mes enfants sont plus grands, moi aussi j'aime mes enfants et je ne suis pas réjoui du monde qu'on va leur laisser. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je suis conscient, en tant que DGA de cette entreprise, de ma responsabilité personnelle à faire qu'on essaye de leur laisser le monde le plus vivable possible. Et donc, conscience du problème, nous l'avons. Détermination et énergie, nous l'avons. Énergie, c'est un peu notre métier. Mais la détermination, je voudrais juste terminer par là, pour en témoigner, c'est le fait que nous avons, en 2020, inscrit notre raison d'être dans nos statuts, qui est précisément le fait que nous voulons agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. Et donc, croyez bien que c'est quelque chose qui oriente l'activité de chacun de nos collaborateurs tous les jours, et que tous les exemples que je vous ai pris, des petits dossiers qu'on fait localement avec une usine ici, avec une aciérie là, avec une collectivité locale dans un troisième endroit, ce sont des dossiers qui permettent tous les jours d'économiser du CO2 tout en délivrant le confort que nos concitoyens attendent. Et nous continuerons à le faire avec conscience, avec détermination et avec énergie. Merci. Didier, ça peut être une conclusion. Didier Houssin? Oui, en conclusion, je crois que le rôle de l'État, c'est effectivement de fixer la trajectoire et puis de donner aussi les moyens d'accélérer cette transition énergétique, parce que la prise de conscience de l'urgence, je crois qu'elle est très largement partagée par nos concitoyens. Je crois aussi. Elle a mûri beaucoup récemment. Elle a beaucoup mûri et elle est poussée par les jeunes. Moi, je suis frappé que les difficultés qu'ont les entreprises du secteur pétrolier, par exemple, à recruter, c'est qu'ils n'arrivent plus à recruter de jeunes. Donc, je crois que les jeunes aussi poussent beaucoup dans cette direction-là. Je crois qu'un discours un peu, pas forcément, le discours de la collapsologie, peut-être qu'elle a eu certains aspects bénéfiques, mais je ne suis pas convaincu qu'au niveau global, ce soit si mobilisateur d'avoir des discours vraiment catastrophiques, même, notamment dans la mesure où cette urgence climatique, elle est bien partagée. Pour reprendre l'exemple des boutiques éteintes, je crois que c'est bien d'interdire aussi que les boutiques soient allumées. C'est bien aussi que les gens comprennent pourquoi, et qu'à la limite, si une boutique reste allumée, elle soit critiquée par les citoyens. C'est ce qui s'est passé avec les sacs plastiques. Il y a une interdiction, mais il y a une vraie prise en compte de la nécessité de passer à un autre. Et je crois qu'il faut que les citoyens soient embarqués. Donc l'État, il doit agir avec l'ensemble des acteurs. Il ne doit pas agir seul, et il doit embarquer les citoyens dans cet effort. Et mon dernier point, en fonction de mes responsabilités passées, c'est d'accélérer la recherche, le développement et l'innovation. Et je pense qu'on a des cartes à jouer en France, avec un nombre d'ingénieurs et de compétences techniques considérables pour accentuer l'effort sur l'innovation dans le domaine de la transition énergétique. Est-ce que Cécile Duflot veut rajouter un mot ou... C'est gentil, j'avais presque conclu tout à l'heure. Ce que je veux simplement dire, c'est que, vu l'importance de l'enjeu, en fait, toutes les volontés seront nécessaires. Et moi, je mets en cause personne, et je comprends aussi qu'un certain nombre de dirigeants d'entreprise arbitrent dans un univers complexe, un univers où le court terme domine. C'est pour ça que cette question de la
prise de conscience citoyenne, qui, je pense, est très différente d'il y a 10 ans. Et il faut dire les choses, la prise de conscience que vous disiez, monsieur Houssin, sur qu'on regardera à travers une boutique qui est allumée, enfin, ce sujet-là, franchement, il y a 10 ans, c'était même indicible, en fait. On se disait, c'est rien du tout, et on vous aurait comparé les LED, ou on aurait dit, mais non, mais maintenant, c'est des LED, c'est plus un sujet. Les choses ont changé sur le gaspillage de l'énergie. Mais je pense qu'on aura besoin absolument de tout le monde, des entreprises, des ingénieurs, je l'ai dit tout à l'heure, et de se poser les questions différemment. Je lisais les questions auxquelles on n'a pas répondu en disant, oui, mais alors, les éoliennes, il y a des endroits où il n'y a pas le vent, ou en France, il y a des endroits où il n'y a pas de soleil. Alors, il y a du soleil partout. Et juste garder en tête, moi, je ne suis pas ingénieur, je le redis, mais quand même, la planète Terre reçoit en une heure, l'énergie dont elle a besoin. Donc, toute l'activité humaine a besoin pour une année. Donc, quand même, il devrait y avoir un truc à faire. On a raté quelque chose là dans le développement de nos solutions technologiques. C'est pas possible. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller en chercher beaucoup. Juste une heure, toute l'énergie d'un an, il faut trouver une solution. Et donc, qu'on mette toutes les intelligences au service de ce projet-là. Et pour ça, tous ceux qui font perdre du temps, tous ceux qui disent non, mais on peut attendre, etc., sont effectivement et seront responsables. C'est le sens de l'action de l'affaire du siècle. Mais tout le travail d'Oxfam, c'est de travailler avec les citoyens, la mobilisation citoyenne, à faire que ces enjeux soient des enjeux partagés et pas des enjeux de quelques-uns, parce qu'en fait, c'est notre destin de terrien et que sans doute pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on devra collaborer, parce que même si la France était exemplaire, ça ne résoudrait pas du tout le problème. Même si l'Europe était exemplaire, ça ne résoudrait pas du tout le problème. Donc, on doit collaborer tous ensemble pour trouver les solutions à ce défi-là, qui, sinon, de toute façon, trouvera pour nous des solutions qui seront extrêmement brutales. Et je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'effondrement est probable, parce que je pense qu'on est plus malin que ça et qu'à la fin, on s'en sort toujours. Mais si on pouvait s'en sortir avant de s'être pris le mur, ce serait mieux. Merci, voilà une belle conclusion. Alors, je m'excuse auprès des participants dont nous n'avons pas pu relayer les questions. Les questions étaient très nombreuses. Vous pourrez trouver dans quelque temps un compte-rendu qui mettra sur le papier tout ce que nous avons dit aujourd'hui, on mettra un peu d'ordre parce qu'on a dit beaucoup de choses. Merci aux intervenants. Alors, le prochain débat aura lieu le 1er juin et parlera de l'hydrogène pour savoir si c'est vraiment un bon successeur aux énergies fossiles. Voilà, ce sera un discours d'ingénieur, mais pas seulement. Merci. Merci à vous, bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.